Bonjour Ingrid, merci d'être avec nous. Bonjour Marie-Claude. C'est un épisode vraiment important pour moi. J'ai lu votre livre le 4e trimestre, pendant mon 4e trimestre, qui est D'accord. Une phase exacte. Un moment tellement chargé émotionnellement. Mon cerveau, je pense qu'il était à moitié présent, mais j'ai quand même adoré ce que j'ai lu. Et en fait, votre ouvrage m'avait été recommandé par tellement de personnes. D'habitude, je me rappelle la personne qui m'a présenté une idée ou un concept, puis j'aime lui donner le crédit, mais il y a tellement de gens qui m'ont mentionné votre nom que je pourrais même pas dire d'où je vous ai connu. Donc, en tout cas, merci d'être avec nous. J'encourage tout le monde à lire votre livre où vous parlez beaucoup de la vie après l'accouchement. Hein? Normalement, vous parlez beaucoup vous parlez du duo de la maman et du bébé avec un angle sur la maman Sapiens. Et aujourd'hui, on va parler du bébé Sapiens en lien avec son expérience de mouvement, son expérience sensorielle quand il arrive dans ce monde. Donc, ma première question pour vous, en fait, vu que j'adore l'enfance, pour briser la glace, je vous demanderais quel est votre plus beau souvenir d'enfance et en quoi cette expérience-là vous inspire encore aujourd'hui? Quand j'ai vu cette question, je me suis dit, mon Dieu, quel je choisis, parce que j'ai beaucoup de beaux souvenirs, bon, de mauvais souvenirs aussi, comme tout le monde, mais dans les beaux souvenirs, j'en ai beaucoup. Alors, j'ai choisi celui qui m'influence encore aujourd'hui, c'est mon émerveillement quand j'ai découvert la lecture. Je m'en souviens très bien, je me souviens à quelle place j'étais en classe. On met un R et un E et ça fait RE, un M et un I et ça fait MI, Rémi. Et puis R A Rame, Rémi Rame. Et il y avait une image qui allait avec. Et j'ai dit, oh waouh, on peut écrire, on peut lire, ça m'a ouvert un monde. Je suis devenue à 6 ans une lectrice compulsive. Que mes parents faisaient débrancher le fusible de ma chambre pour que j'arrête de lire la nuit, parce qu'une fois que j'avais commencé un livre, je le terminais, donc je dormais en classe après. Enfin, c'est un souvenir extraordinaire d'avoir découvert la lecture. Et là, je peux vous dire que ça continue parce que je trouve que la lecture permet de voyager. Donc voilà, ça m'inspire encore maintenant. Ça permet de voyager dans l'espace, dans le temps, dans les émotions des autres, dans leur représentation du monde et dans l'immense variété humaine. Voilà, c'est le souvenir qui m'inspire encore maintenant. Ouais. Puis, justement, si on fait ce voyage-là dans le temps avec vous, mettons qu'on saute quelques années et que vous vous retrouvez comme maman, nouvelle maman. C'était quoi votre étoile du Nord? Je ne sais pas si je l'appelle comme ça. Qu'est-ce qui vous guidait dans vos décisions? C'était quoi vos souhaits pour votre famille, vos enfants? Oui, je ne sais pas si j'avais tellement de plans comme ça à l'avance, parce que j'ai essayé de me remettre dans mon état d'esprit quand j'ai eu mon premier bébé, l'espèce de tournis abyssal que j'ai ressenti en disant « Waouh, je suis responsable d'un être humain et maintenant je fais quoi ?» Et en fait, je ne peux pas dire que j'avais vraiment des plans d'avant. Je savais ce que je ne voulais pas, ça c'est sûr, parce que bon, ma famille d'origine est un petit peu dysfonctionnelle pour parler poliment. Et je savais ce que je voulais pas reproduire. Maintenant, comment y aller, avec quel... Bon, en fait, j'ai bricolé au fur et à mesure, comme beaucoup de monde. J'avais pas vraiment de plan. C'est sûr que dans ce que je voulais pas dire, enfin, ou que mes enfants sentent que je m'étais sacrifiée pour eux. Parce que je trouve que ce discours maternel est extrêmement toxique. Et moi, il m'a assez pourri la vie, merci, en étant l'enfant de quelqu'un d'autre qui allait vraiment pas bien. Et je m'étais dit non, quoi. Donc l'idée, c'était aussi de maintenir un équilibre. Oui, je vais m'impliquer à fond, je vais y être à fond pour eux. Étant sage-femme, je savais ce qui était de l'ordre de la physiologie et de tout ce qui allait me donner la possibilité de m'attacher à eux, de les trouver merveilleux, les plus beaux bébés du monde, puis des chouettes enfants. Je trouve que j'ai eu de la chance, j'ai eu 3 chouettes enfants qui ont grandi, qui sont maintenant des chouettes parents. Mais je peux pas dire que j'avais planifié tout ça à l'avance. Vous savez, l'étoile, elle était encore beaucoup dans le brouillard à cette époque-là. Mais voilà, il y avait quelque chose que je chantais qui était de l'ordre oui, d'une forme d'équilibre. Je voulais pas... Et encore maintenant, hein, je leur dis, vu qui j'étais à l'époque, je vous remercie de m'avoir choisi comme maman parce que c'était pas gagné d'avance la fête. Voilà. Mais ça résonne avec moi parce que j'avais aussi cette perception-là que
il y avait des sphères de vie séparées et que j'allais devoir choisir entre ma famille et mon enfant. Puis cette dichotomie-là, entre ma carrière et mon enfant, pardon. Et cette dichotomie-là était tellement forte qu'à un certain moment dans ma vie, je doutais même d'être apte à être mère. Parce que je me disais, je veux pas avoir ce dilemme-là de dire, est-ce que je dois être présente pour mon bébé? Est-ce que je veux plus travailler? Puis ça a amené quand même, c'est vrai, beaucoup de souffrance. Puis je me disais, ce narratif-là que je pourrais projeter à mon enfant, que j'ai dû renoncer à des choses à cause de lui, je me disais, c'est vraiment triste, en fait. Puis d'essayer de me rappeler, en fait, que l'enfant chamboule notre vie de manière incroyable, puis que c'est une bénédiction, en fait. Oui. Ce qui m'a aidé à l'époque, c'était de me dire, mon espérance de vie est de minimum 84 ans. Et ce que je veux faire dans ma vie au niveau professionnel, ben, j'ai des années devant moi. Les enfants, ils seront petits pendant 10 ans. Après ça, ils sont adolescents, ils prennent, oui, ça demande encore du temps, bien sûr, mais moins que la petite enfance, quand même. Tu sais, la petite enfance, je réalisais que c'était un moment où il fallait vraiment être là. Donc, j'ai fait un mi-temps de nuit pendant, 8 ans, 9 ans. Et puis, après ça, le boulot, j'ai continué à étudier, à lire de mon côté. Mais je me suis toujours dit, ces décisions-là, je les prends pour moi et pas à cause d'eux. C'est pas dans cette optique-là, c'est pas dans une optique sacrificielle. Mais oui, il y a des priorités à donner à un moment donné. Et puis, la vie avance, quoi. Les enfants, ils restent pas petits, hein. Non, c'est fou. Même les bébés, je suis fascinée à quel point il n'y a presque jamais de plateau. Non. À chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est vrai qu'il y a besoin de donner, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais de donner beaucoup au départ, être vraiment dans ce maternage très attentif au départ, mais après, ça vient stimuler leurs compétences d'autorégulation, d'exploration, de dialogue. Donc, en fait, en répondant à leurs besoins de dépendance, on les rend indépendants. C'est ça le paradoxe. Oui, exactement. Puis c'est un paradoxe qu'on va adresser parce qu'il y a quelque chose de contre-intuitif de dire je peux chouchouter mon bébé, être en peau à peau, parce que constamment, puis c'est bénéfique pour son lien de détachement. On va y revenir d'ailleurs, mais justement, comme nouvelle maman, c'est ça, je me rends compte qu'avoir, versus avoir une attitude sacrificielle, j'ai l'impression que la capacité d'émerveillement, la curiosité, être clément envers nous-mêmes et toujours se remettre dans une perspective d'apprentissage et d'expérimentation. Moi, ça m'a amené beaucoup de bonheur, en fait. Puis ça ramène mon cœur d'enfant, en fait, de revoir la vie par les yeux de mon bébé. Fait que vous, votre intérêt pour la petite enfance puis votre curiosité infinie, vous l'avez dédié à un domaine professionnel. C'est devenu une carrière. Pas tout à fait. Je ne m'attendais pas à devoir m'intéresser autant au bébé. Parce que moi, je suis sage-femme. Donc, au départ, mon intérêt, c'est la femme enceinte, la femme qui devient mère, la femme dans le postpartum. Et puis, tiens, il y a un bébé à côté. Et donc, pour comprendre comment elle fonctionne, il faut comprendre comment elle fonctionne. Donc, j'ai abordé tout ça à partir du féminin. Et le bébé, c'est arrivé. Donc, il a fini par prendre beaucoup de place, ne fût-ce que parce que je suis devenue mère moi-même, et puis parce qu'on ne peut pas s'intéresser à l'un sans s'intéresser à l'autre, parce que les deux forment encore une dyade. J'ai pas dit une symbiose, une fusion. Hein. C'est une dyade. Dans les semaines qui suivent une naissance, on ne peut pas penser l'un sans l'autre. La physiologie des deux sont raccordées. Donc, c'est l'intérêt pour la petite enfance, enfin, surtout pour la toute petite enfance. Vraiment, elle est tout petit, le bébé, donc 18 mois, je veux dire, hein, le 0-18 mois, est arrivé à travers mon intérêt pour les femmes. Voilà, donc. Ben, je me demandais justement, en fait, un bébé, y a-t-il une définition officielle? À partir de quand un enfant n'est plus un bébé? J'avais lu ça, il paraît qu'à partir d'un moment, il y a un nouveau-né, c'est les premières semaines, puis un bébé, puis un bambin. Il paraît qu'il y a vraiment une nomenclature à respecter, je l'ai complètement oublié. Je ne sais pas, je sais plus, je crois que c'est quand il marche ou quelque chose, enfin, je ne sais pas. OK. Fait que globalement, on parle du bébé, puis je pense qu'on va justement couvrir davantage du 0 à 18. Oui. C'est là où je suis en ce moment avec mon enfant. Mon enfant a 11 mois. Oui. Puis souvent, j'apprends. J'utilise les podcasts, mes recherches pour apprendre dans mon rôle de maman, puis je me dis, je vais juste simplement partager mes découvertes. Fait aujourd'hui, ce que vous allez me partager, je ne le sais pas d'avance. C'est vraiment exploratoire. C'est une découverte pour moi. Fait que je suis... En tout cas, on va... Donc,
par rapport à votre parcours, justement, quand vous êtes devenue sage-femme et encore aujourd'hui dans votre travail, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la sphère de vie personnelle où on peut inspirer notre entourage de par nos comportements, puis il y a la sphère de par la carrière où on inspire la société, la communauté. Est-ce qu'il y a une différence dans comment vous aidez vos proches et comment vous aidez les mamans, les parents, les familles dans le cadre de votre travail? Oui, dans le cadre de mon travail, je m'adresse peu aux familles, ou de manière indirecte, puisque mon travail, c'est surtout la formation des professionnels de la santé. Disons, j'ai une petite activité clinique autour de l'allaitement, dépannage allaitement, entretien sommeil, mais ce n'est pas l'essentiel de mes activités. D'accord, donc mon travail vis-à-vis de la communauté, c'est surtout de l'enseignement. C'est de la pédagogie, c'est de la lecture, c'est de la mise à jour de mes cours. Donc voilà, mais toujours dans une optique qui est en cohérence avec ce que je fais pour ma famille, parce que bon, maintenant mes enfants et mes beaux-enfants, parce que mon deuxième conjoint a 4 enfants, ils ont à peu près le même âge que les miens, et ceux qui ont des enfants, ben, c'est à peu près tout le monde en même temps. Bon, ben, autour de la naissance des petits-enfants, ben, j'ai essayé d'être présente selon ce que chaque couple désirait. Il y en a qui sont venus loger ici à l'hôtel postpartum, on a appelé ça. Il y en a qui préféraient recevoir des services à domicile, d'autres plutôt une aide financière ou sous forme de cuisine. Enfin bon, voilà, il y a toutes sortes de formules, quoi, quand on s'adapte aux besoins de chaque famille. Voilà. C'est ça, votre envie de la découverte, dans le fond, vous êtes devenu avec le temps comme un maillon. Vous faites le maillage, comment dire, vous donnez des mots, des outils aux gens qui accompagnent les parents et les familles, finalement. C'est ça, voilà. Oui. Ce que j'ai trouvé fascinant de votre travail, assez unique quand même, c'était votre perspective anthropologique, historique. Oui. Moi, ça me fait du bien de replacer la parentalité, la famille dans le contexte ancestral, dans le contexte d'une tribu. J'étais curieuse de savoir, en fait, qu'est-ce qui vous avait mené à cette perspective-là? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un cadre dans lequel je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me dis, il faut que je sorte du cadre pour comprendre les tenants et aboutissants. Donc prendre un pas de recul et avoir une vie plus large. Cette démarche-là, je l'avais fait dans ma vie personnelle. Je peux dire que mon premier cadre de vie, je vous avais dit, était dysfonctionnel, pour parler poliment. Et pour comprendre cela, pour comprendre les tenants et aboutissants, c'est prendre un pas de côté. Qu'est-ce qui s'est passé dans les générations précédentes? Qu'est-ce qui s'est passé pour l'un, pour l'autre? Comment ça se fait qu'il y avait des attitudes aussi incohérentes? Et alors comprendre aussi permet de dépasser, à un moment donné, de faire la paix avec ça. Et ça m'a donné le réflexe de dire, mais il faut que je comprenne, dans l'humanité ne va pas bien. On est tout le temps en bagarre, ça fait quelques millénaires qu'on n'arrête pas de se battre. L'histoire telle qu'on l'apprend à l'école est une histoire où il y en a qui disent c'est l'histoire des hommes, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que c'est un masculin complètement déconnecté de la vie. C'est les dominations, les territoires, les bagarres, les traités de paix qui durent jamais plus que 5 ans, les guerres, les grands généraux, les victoires. Enfin, moi je trouvais ça complètement pompant, le cours d'histoire. Et puis, quand on traduisait des textes latins, là, on était à l'école, tout le monde dormait à la classe. Et alors, on nous racontait que dans la mer, les blessés hurlaient avant de se couler une dernière fois. Je disais, mais c'est horrible ce qu'on est en train de lire. La première grande bataille de l'histoire, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, tellement ça va me marquer, et il n'y a personne qui réagit. Et moi, j'avais 14 ans, j'avais un petit frère qui avait 12 ans de moins que moi, et je voyais le travail que c'était d'élever un bébé, tu sais, un enfant et tout ça. Et je disais, mais tous ces hommes qui coulent dans la mer, en hurlant, parce qu'une blessure dans l'eau salée, ça fait mal. Donc, ça a été un bébé qui a été porté, et qui a été porté dans les bras, qui a été allaité, qui a été nourri, qui a été consolé, et puis paf, quoi, un grand général, il vous dit tout ça en quelques heures, dans une bagarre normale, tout ça pour sa gloire de... Qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité pour expérimenter une telle agressivité? Et il y a ça, et puis alors
Enfin, je sais pas, moi je suis européenne, donc j'ai vécu dans le discours, les souvenirs de mes parents de la dernière guerre, les archives de la dernière guerre, parce que mon père s'intéressait beaucoup à l'histoire aussi, ce qui m'a probablement beaucoup aidé aussi à aller voir. Puis je lisais tout ce qu'il y avait comme bouquin dans la bibliothèque, et il y avait, hein, parce qu'ils aimaient bien les livres, donc ça c'était quand même les choses positives. Et la lecture, comme je vous disais, me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive pour qu'il y ait autant de... Et alors je me suis dit, mais il faut aussi qu'on... Je dis, l'histoire telle qu'on l'a appris à l'école, l'histoire entre guillemets des hommes, mais moi je trouve que c'est d'un masculin déconnecté, n'est qu'une partie, n'est qu'une toute partie de l'histoire. Et en comprenant l'histoire des femmes, là on comprend beaucoup de choses, notamment dans l'agressivité, dans la non-construction du cerveau social, dans la restriction de l'affectivité. Dès qu'on a des sociétés guerrières, on a un sous-statut des femmes, on a une reproduction obligatoire, on a des discours natalistes très politisés, mais on ne va pas trop favoriser le soin maternel. Oui, juste de quoi qu'ils survivent, mais pas que les mères prennent trop la défense de leurs enfants, quoi. Il faut qu'elles puissent donner leur fils à la patrie, comme on a fait, enfin, toutes les bêtises qu'on a pu dire dans les 2 dernières guerres mondiales qui se sont passées en Europe, toute cette glorification des mères qui se sacrifient pour la patrie en pondant un maximum et après en offrant leur fils glorieusement. Enfin, c'est de la foutaise, quoi. C'est quoi ça? On n'est pas fait pour ça. Ça rend tout le monde malheureux. Ça crée des traumatismes intergénérationnels, et puis sans compter que tous ces mecs qui sont morts dans la mer, là, vous savez, quand ils gagnaient une ville, ils violaient toutes les femmes aussi. Hein. Donc ça veut bien dire que les hommes enfermés dans des armées, ils ne deviennent pas plus virils, hein, ils deviennent complètement déconnectés de la vie, alors que, originellement, quand on vivait en plus en tribu, la combativité des hommes était là pour protéger le clan, le groupe, la famille. Ils étaient toujours en relation avec des gens de tous les âges, avec des hommes, des femmes, des vieillards, leurs filles, leurs mères, leurs tantes, enfin des hommes et des femmes dont les relations étaient significatives. Donc prendre une arme pour défendre son groupe, ça a du sens. Hein. Être rassemblés comme hommes, entre hommes, parfois pendant 10-20 ans, hein, les armées de l'Antiquité, c'était ça, pour défendre les intérêts d'un bonhomme qui dit que le soleil ne se couche jamais sur son royaume. Je dis, mais c'est quoi cette folie? Vous voyez, et puis partout dans ces armées de l'Antiquité, dès qu'on est dans l'Antiquité, romaine, grecque, et puis sans doute les autres, bon, le statut des femmes, bon, elles ont trouvé des contre-pouvoirs, hein, les femmes sont intelligentes quand même, elles ont trouvé toutes sortes de contre-pouvoirs, dès que le pouvoir diminue un peu, dans toutes les périodes de décadence, elles reprennent du poil de la bête, comme on dit, elles arrivent de nouveau à se faire entendre, mais bon, il y a des aléas hein, dans les conditions féminines, je ne vais pas tout mettre en noir, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses par rapport à la capacité des femmes à s'occuper de leurs bébés. Dès que le tissu social s'effrite un peu, là, c'est épouvantable. Les femmes se sont mises devant des dilemmes absolument horribles, horribles. Donc voilà, c'est ça qui permet de comprendre beaucoup de choses. Ce qui résonne beaucoup, c'est au niveau émotif. J'avais moins la perception. L'histoire de la guerre, j'avais pas ça, l'histoire de l'humanité au Québec, dans mon enfance, de mon souvenir, c'est une version peut-être un peu édulcorée. Moi aussi, j'étais touchée par les atrocités, parce qu'on dit souvent comme une personne qui décède qu'on connaît, c'est une tragédie. Oui. À 10 millions, c'est une statistique, puis on en devient déconnecté. Mais moi, je me rappelle que comme enfant, je me disais, mais c'est horrible, c'est des individus, tu sais. Mais je sais que dans mon parcours, les sentiments que vous énoncez, je les ressentis en lisant des statistiques, encore une fois, sur les maladies chroniques. Ah oui. Et où j'entendais parler qu'il y a une transition, ils appellent ça épidémiologique, où au lieu d'être des maladies aiguës, des crises, parce qu'il y a des gens qui argumentent que l'humanité va de mieux en mieux, qu'il y a moins de guerres, qu'on est plus pacifiste, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a une souffrance latente au niveau des maladies chroniques, où c'est des maux qui sont là au point où on oublie oui. qu'une vie sans ces souffrances-là pourrait exister. Fait un peu comme vous, j'avais un pressentiment que mais ça peut pas être ça, être un humain. Oui. Cette souffrance-là ne peut pas nous définir comme humains. Puis c'est vraiment difficile à expliquer. Que c'est une intuition. Tu sais, c'est vrai, je vous demandais c'était quoi votre étoile du Nord. Des fois, ça part d'une intuition qui est comme de dire, je sais pas exactement, mais puis là, ça démarre une quête de recherche. Fait juste adresser cette croyance-là, en fait, je pense que c'est justement quand on est dans le cadre, quand on est dans la bulle, puis qu'on regarde juste d'autres individus dans une société industrialisée,
il y a un biais qui se crée parce on a tous les mêmes styles de vie, donc les mêmes croyances, donc les effets sont les mêmes, tu sais. Mais la vie, là, 200 000 ans, la vie de chasseurs-cueilleurs, ça ressemblait à quoi? Parce qu'il y a aussi cette croyance-là que c'était des gens brutaux puis qu'on est vraiment mieux maintenant qu'avant. Fait que la vie, là, 200 000 ans, c'était-tu pire? C'était-tu mieux? Ouais. Qu'est-ce que c'était? Oui, oui. Ben, c'était pas facile, ça on peut dire. Ça, c'était pas... Parce que la vie en pleine nature, sans GPS, sans télévision, sans frigo, sans... Mais il y avait une obligation d'avoir un cerveau social développé normalement. J'aimerais ici passer en quelques images, parce que sur des images, je peux partager? Oui, oui, avec plaisir. Alors, je vais aller chercher ça, fenêtre, voilà. Voilà, donc des milliers d'espèces de mammifères qui existent. Alors, bon, déjà, attendez, hein, où est-ce que je suis passée? Oui, dans notre stratégie reproductive, d'abord, il faut comprendre, et là, c'était valable il y a 200 000 ans, que la stratégie reproductive des humains, c'est peu d'enfants et une application parentale très importante, contrairement aux tortues de mer où on en pond beaucoup et puis on s'en occupe presque pas, quoi, hein. Donc nous, on est de l'ordre des primates, donc on fait peu d'enfants. Donc quand vous me parlez de 200 000 ans, c'est les Homo sapiens, hein, dont vous me parlez, donc on est ici. Donc les préhumains, c'est 7 à 8 millions d'années, les premières espèces Homo, c'est 2,8 millions d'années, les Homo sapiens, c'est 300 000 ans. Alors, vous avez déjà dit chasseur-cueilleur, qui est l'expression consacrée. Maintenant, on dit plutôt cueilleur, fouisseur, ramasseur et chasseur occasionnel. Donc voilà l'arbre de l'évolution, hein. Donc on ne descend pas du singe, hein, on descend d'un ancêtre commun qui était un primate effectivement. Mais voilà les différentes branches des humains, hein, voilà, attendez là. Et une chose est certaine, c'est que nous avions peu d'enfants, espacés de 3 à 6 ans, je parle des sapiens, et avec des gestes de maternage très diversifiés, puisque les primates en ont déjà, hein, des gestes de maternage très diversifiés. Je ne sais pas si vous voyez ces images-là, moi je reconnais mes enfants, quoi, hein. Et bon voilà, ça c'est moi avec le bébé ici. Ce bébé qui est ici, elle refait les mêmes gestes. Ça, on va en reparler tout à l'heure, c'est la mémoire cellulaire. C'est que oui, les bébés étaient portés, et donc c'était tout à fait normal pour ces femmes de porter leur bébé. Ouais, mais on a fallu 3 pour comprendre que c'était plus facile en les portant, hein, parce que je suis née en 58, hein, donc j'ai commencé d'abord en faisant comme tout le monde, hein. Alors regardez les jeux avec les enfants, si les singes le font, nous on le fait, donc nos ancêtres ont dû jouer comme ça aussi avec nos enfants, hein. Alors la vie, elle a été... je pense pas qu'on puisse dire que pendant 300 000 ans, ça a été la même partout, selon les climats et tout, mais ce qui est certain, ce qu'on sait, c'est qu'on est originaire de la bande tropicale de la planète, qu'on ne vivait pas dans des cavernes parce que les cavernes sont des lieux de célébration et pas de vie, des lieux de rassemblement, de célébration, mais pas vraiment de vie, quoi. Donc c'était plutôt des campements nomades, des campements ou semi-nomades, et ce qu'on sait, c'est que nos ancêtres ils étaient obligés de l'être, intelligents, créatifs, courageux, sociaux et empathiques. Empathiques parce qu'il fallait développer le cerveau social des enfants. Sinon, ça ne fonctionnait pas. Il faut pouvoir gérer les conflits. On vit à 35 à 45 personnes. Si on ne peut pas régler les conflits, si on n'a pas un cerveau social, émotif, avec des rituels sociaux qui créent de la cohésion, ben ça ne marche pas, hein. Alors, qu'est-ce qui fait la première étape de la création du cerveau social, c'est le maternage. Hein, c'est le maternage proximal, mais la petite fille qui grandit ici, elle le voit, hein, elle est, voilà, hein, donc voilà. Alors on parlait de nos ancêtres qu'on représente souvent comme des brutes épaisses. Non mais ça c'est des abrutis. Des abrutis, c'est ça, voilà. Ça c'est les manuels scolaires que j'ai eus quand j'étais enfant, hein. Ils ont l'air vraiment très malheureux. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas Internet, ça doit être terrible la vie, hein. On les montre dans un univers minéral. Hein, ici aussi, hein, qui ne mangent que de la viande, alors qu'on sait maintenant que 70% de l'alimentation provenait de la cueillette, des fruits, des graines, des feuilles, des herbes, du ramassage des œufs des mollusques, du pêchage des poissons, du fouissement des racines, c'est-à-dire le travail de tout le monde finalement. Hein, donc la pauvre femme qui attend toute seule dans la grotte le retour de l'homme glorieux, ça c'est un extrait du film de Jean-Jacques Hano, La guerre du feu, donc on représente quoi? Des brutes sales,
pas de femmes ni d'enfants dans les représentations, hein, donc, alors que, bon, c'est remis en question, hein, tout ça. Ici, je vous ai pris des captures d'écran du documentaire Lady Sapiens, qui n'est malheureusement pas disponible au Canada, où on déduit, d'après les sépultures qu'on a pu trouver, où ils portent des colliers de coquillages et tout ça, et quand on sait que pour percer un coquillage sans l'exploser, ça prend plusieurs heures. Donc on n'est pas au stade de la survie ici. Hein, on est nettement au-dessus. Dès que vous avez humanité, vous avez pensée symbolique, donc rituel, donc décoration du corps, propreté. Puis pourquoi est-ce que nos ancêtres seraient sales? Un animal dans la nature, il est propre. Hein. Enfin, il est propre après ses critères. Hein. Mais dès que vous voyez un animal domestiqué, comme les cochons et tout ça, bon, ben voilà, là, il devient sale. Quoi. Donc voilà plus à quoi ressemblaient les campements. En sachant que tout ça était transposable et tout ça. Donc, je rends ici hommage au travail d'Elisabeth Dines, qui est une sculptrice qui a reconstitué des visages. C'était son métier en médecine légale, hein, reconstituer des visages à partir d'ossements. Et là, elle reconstitue ici d'une maman australopithèque. Et comme c'est une femme avec une sensibilité de femme, elle a ici une maman australopithèque, elle a son bébé sur elle. Ce qui est tout à fait logique. Hein, vous avez ici une femme sapiens. On est déjà dans la... C'est plus récent, ça c'est 30 à 40 000 ans. Elle vit dans ce qui sera plus tard la France, la région du sud-ouest de la France. Elle est propre, elle a les cheveux tressés, elle a la peau noire aussi. Ça a été très tard que nous avons perdu le gène de la peau, de la mélatonine, non, de la mélanine, pardon, je confonds toujours les deux, de la mélanine pour la peau. Donc les sapiens avaient la peau noire, puisqu'on vient en origine tous de l'Afrique tropicale. Hein. Donc vous voyez, si elle porte des fourrures, des coquillages, elle est soignée, elle est avec ses enfants, voilà. Et finalement, voilà, attendez, je vais arrêter le partage ici. Hein, voilà. Donc c'était juste pour se faire une idée de comment vivaient nos ancêtres, nous avons plusieurs pistes qui remettent d'ailleurs maintenant en question les conclusions très hâtives qui ont été faites au XIXe siècle. Il ne faut pas oublier que l'anthropologie est un sous-produit de la colonisation, qui a été au départ théorisé par des hommes blancs occidentaux de l'ère industrielle qui pensaient qu'ils étaient le summum de l'évolution. Donc il y avait un regard très condescendant sur les peuples colonisés dits primitifs, hein, où il y a une partie de toute leur culture qui a échappé au regard du colonisateur. Beaucoup de condescendance aussi sur les femmes et les enfants, donc on va vous parler de l'évolution de l'homme. La femme, on ne sait pas très bien où elle est. D'accord, puisque l'homme au sens général, il y a une homophonie entre l'homme avec une majuscule et l'homme avec une minuscule, le complémentaire de la femme. C'est pas un hasard hein, en français, c'est malheureusement. Donc c'est toutes les recherches actuellement qu'il y a, bon, Claude Cohen, l'homme préhistorique était aussi une femme, Lady Sapiens, le livre Lady Sapiens qui remet en question toute cette vision-là et qui amène finalement une vision de la femme beaucoup moins domestiquée hein, que les conclusions qui avaient été faites au XIXe siècle, où carrément on était soit dans le déni, soit dans l'érotisation dans certaines bandes dessinées, soit dans la soumission totale avec l'image de la grosse brute, son gourdin sur la tête et il tire sa femme par les cheveux. Enfin, c'est incroyable qu'on ait pu mettre des images pareilles dans la tête des enfants. Ou alors vraiment des brutes malheureuses et la pauvre femme toute seule dans la caverne qui attend le retour du guerrier avec son gigot de mammouth. On ne chassait pas le mammouth d'ailleurs, c'est des animaux beaucoup trop puissants, c'est 5 cm la peau d'un mammouth. Donc si tu vois une image avec un petit bonhomme une lance, ouais. avec son javelot devant, c'est sa dernière photo, hein, dans 2 minutes. Voilà. Ouais. Non, il faut vraiment remettre ça en question. L'alimentation était le travail de tout le monde et une chasse occasionnait du travail pour tout le monde parce que tout était récupéré sur l'animal. Donc tout le monde participait. Hein, donc il faut voir la subsistance profiter aux deux. Alors on a dit aussi qu'elles devaient être mises à l'abri parce qu'elles étaient enceintes et qu'elles étaient fragiles enceintes. Ces femmes étaient d'une solidité, tu sais, tant qu'on n'a pas le squelette, on peut pas, enfin, tant qu'on n'a pas le bassin, on peut pas dire si le squelette appartient à un homme ou une femme. Tellement les traces des insertions musculaires sont vraiment fortes. Hein, il y a ça, et puis les grossesses étaient espacées, c'est 3 à 6 ans. Et puis non, elles n'étaient pas bloquées par leurs enfants, puisque les femmes s'entraidaient entre elles pour allaiter. Ce qu'on voit encore dans les tribus actuellement. Et puis pour moi, il y a une façon aussi très claire, par déduction,
de deviner comment nos ancêtres fonctionnaient, c'est d'observer un bébé humain. Si on ne l'empêche pas de rencontrer sa mère en le mettant à la pouponnière, si on le laisse en contact avec sa mère, d'abord il est paisible, s'il n'a pas de problème de santé, hein, il est paisible, il est proactif pour entrer en communication et il se développe. Et quand on voit dans quelles conditions un bébé sapiens se développe, et plus on se rapproche des conditions originelles de notre espèce, et mieux il se développe. C'est-à-dire, au départ, et je dis bien au départ, proximité, réponse rapide, allaitement maternel non écourté, attachement, pouvoir aussi compter sur plusieurs personnes de sa tribu, entre guillemets, c'est-à-dire assez rapidement aller vers le père ou l'autre parent, aller vers un grand frère, une grand-mère. Et donc on voit que très rapidement, il développe ses capacités sociales pour s'attacher à 5-6 figures d'attachement importantes pour lui, en sachant que la principale en général est la maman. Hein, et donc ça aussi, quand on voit le développement normal d'un bébé actuellement, qui a remis en lumière la théorie de l'attachement, qui date déjà d'un certain temps, mais je vous dis qu'il y a des bonnes bases scientifiques, parce que c'est grâce à la science qu'on redécouvre le bébé humain, ça nous permet de comprendre que si le bébé, dès qu'on ne l'empêche plus de rencontrer sa mère et ses parents, il déploie toutes ses compétences et il se développe de manière normale. Je ne veux même pas dire optimale, je veux dire de manière normale. Ça veut dire que tous les autres sous-développements, ce ne sont pas normaux. Hein, les attachements insécures, ambivalents, enfin, tous les attachements qui ne vont pas bien et qui vont servir malheureusement de pattern si on ne les remet pas en question, si on ne peut pas les retravailler, si on n'a pas l'occasion de les retravailler à l'âge adulte ou un peu ou plus tard. Je dis, si on n'a pas l'occasion de les retravailler, vont nous servir de pattern non conscient d'attachement dans notre vie, ce qui va nous jouer des tours évidemment. Hein, parce qu'un attachement à la base qui est incohérent, avec la peur de s'engager et tout ça. Bon, ça c'est la théorie de l'attachement, ils l'ont bien démontré. Et donc, observer les compétences d'un bébé sapiens et c'est quoi son développement normal, nous permet de dire, ben, si finalement ces compétences-là et ce développement-là a résisté à 5000 ans ou peut-être à 5 à 10 000 ans, de cultures où on a séparé les bébés de leur mère, où on a fait la guerre, où les sociétés sont devenues très hiérarchisées, où globalement le statut des femmes a eu des hauts et des bas, et parfois des bas très bas. Mais ça veut dire que c'est solide. Donc ça veut dire qu'il y a eu, sur ces stratégies-là de rapprochement mère-bébé, une pression sélective énorme, mais aussi des gratifications. D'accord ? Alors la pression sélective, elle vient d'où ? Mais elle vient de bien au-delà de notre espèce. Parce que cette stratégie du bébé de se rapprocher de sa mère, c'est pas propre aux sapiens, c'est propre aux humanités au pluriel, mais aussi aux primates, mais aussi aux mammifères. Donc ça a combien de millions d'années ? C'est très très solide, c'est très fort. Et ça, je me dis aussi, ça veut dire que si les bébés ont maintenu ça, alors qu'on les en a empêchés pendant quelques millénaires, avec des hauts et des bas selon les périodes, hein, ça veut dire qu'il y a eu en phase 2 des mères et des groupes qui étaient suffisamment bons et attentifs à eux. Donc ça veut dire que les femmes aussi ont ces compétences-là. Et que si on revient dans des façons de faire qui sont paléo, c'est ce que j'appelle le maternage paléo, donner au moins l'occasion aux femmes de le faire, ne plus séparer systématiquement à la naissance, ce qui fait partie des recommandations de l'OMS maintenant. Hein, de laisser l'enfant avec sa mère à la naissance, laisser l'enfant avec sa mère pendant le séjour hospitalier ensemble. Voilà, donc ça fait partie de leur donner une chance. En néonatologie, par exemple, quand on part quand même dans des conditions difficiles au niveau de l'attachement, parce que le bébé se réveille très peu, sa vie est parfois en danger, le pronostic vital ou parfois même cérébral n'est pas clair, mais on va donner aux parents l'occasion de créer cet attachement, d'avoir le bébé contre eux, d'aller chercher ces ancrages biologiques à l'implication maternelle, parentale, parce que ça marche aussi avec les hommes. Oui, un homme qui fait du pot à pot, il fait de la prolactine, intéressant. Hein, eh bien, ça va créer du lien parent-enfant. Donc, je me dis, que c'est solide cette affaire-là. Donc, ça donne de l'espoir aussi, même si ça a été masqué. Parce que vous voyez, tant qu'on est dans notre société industrielle, c'est 300 ans là, on se dit, ah ben les mères n'ont pas des comportements adéquats. Hein, il y a des philosophes qui ont dit ça, des féministes françaises qui ont dit que voilà, l'instinct maternel n'existait pas, et on a pris un recul historique de 300 ans. Et si vous voulez reprendre un vrai recul, il faut prendre 300 000 ans.
Il comprend notre physiologie à la base et comment fonctionne un bébé. Donc pour moi, une des façons de faire de l'anthropologie, c'est aussi d'observer un bébé humain et de déduire ce que l'on observe. Je trouve ça important de mentionner ça pour transformer l'imaginaire de c'est quoi être un humain, parce que je pense que c'est au niveau spirituel que je pense que c'est très bouddhiste de dire la vie implique des souffrances, il faut juste l'accepter puis après on rentre en mode solution. Mais il y a quand même une partie de moi, c'est ça, qui crie, qui dit qu'il y a une partie de nos souffrances, puis je pense que ça, j'avais entendu l'expression, c'est des souffrances inutiles. Tu sais, c'est des souffrances que si on les vit, il faut les accepter. C'est un message qu'une harmonie a été brisée, puis on peut agir sur notre vie. Mais il y a quand même une portion de ces souffrances-là que si on les banalise ou si on les accepte comme étant faisant partie de la nature humaine ou de l'expérience humaine, je pense que c'est ça, on perpétue un modèle. Je pense que vous appeliez ça le corset, la boucle du corset. C'est une prophétie autoréalisatrice, si on croit que... Par exemple, les bébés sont des idiots, c'est de la cire vierge, ils ne s'expriment qu'en pleurant. Donc on attend qu'ils pleurent pour leur répondre. Donc ils mémorisent la séquence, donc ils pleurent pour appeler. Les femmes sont faibles et fragiles, donc il faut leur mettre un corset le plus tôt possible, sinon leur colonne va s'effondrer. On n'est tellement pas musclés que voilà, on va tomber comme une flaque, quoi. Donc on leur met un corset et des longues jupes, donc on les empêche de courir et de respirer, donc elles deviennent fragiles. Je l'ai vécu, on a reçu au podcast Stéphanie Mérucha, qui est une leader mondiale sur l'activité physique pour les femmes enceintes. Puis une de mes questions, c'est, parce qu'il y a une perception aussi que la femme enceinte est fragile, donc qu'elle doit en faire de moins en moins. Mais ce qui est intéressant de par la recherche, ça démontrait que l'activité physique à différentes, à différents volumes ou intensités, est presque toujours bénéfique pour la mère et évite des complications plus tard aussi. Oui, nous étions nomades. Donc, tout ce qu'on appelle les problèmes de grossesse ne sont pas des problèmes de grossesse. Vous imaginez, on n'aurait pas survécu si la grossesse rendait fragile. Une femme nomade, elle est hyper musclée. On disait de l'ordre du niveau de nos athlètes actuels. Alors, ce n'est pas des problèmes de grossesse, c'est des problèmes de sédentarité. Je le vois quand je donne la formation sur le 4e trimestre, les femmes vont toujours vous parler de la grossesse en termes de problèmes, et si vous comprenez bien le truc, c'est problème de sédentarité. D'autant plus qu'on a de plus en plus de femmes qui travaillent assises devant un écran. Donc, c'est comme moi, moi je travaille beaucoup assise derrière un écran, mais il faut que je compense, sinon c'est intenable. Après on va vous dire c'est les problèmes de la ménopause, parce que moi c'est ce que j'entends maintenant dans la classe d'âge. Ah mais c'est la ménopause, bouge-toi ma grande. Mais c'est ce que j'ai réalisé qui était vraiment difficile de montrer les bénéfices du mouvement. Puis même plus largement des saines habitudes de vie, c'est que souvent, il y a des bénéfices immédiats, mais qui sont subtils. Et il y a des retombées à long terme, puis même comme vous avez parlé, au niveau de génération, qui sont dures à percevoir et à expliquer. Fait que le podcast aujourd'hui, la discussion, c'est d'essayer de recréer, dans votre livre, vous parlez d'une continuité sensorielle, l'expérience du bébé du moment qu'il est dans le ventre jusqu'au premier mois de vie. Qu'est-ce qu'il vit? C'est quoi les étapes? Et comment ces étapes-là se nourrissent les unes les autres? Pour un peu faire voir les effets dans le temps de nos choix. Oui. Alors, j'aimerais aussi revenir sur votre question, Marie-Claude, à propos de la souffrance, enfin de la notion de cette souffrance acquise. Oui, il y a les bouddhistes qui disent ça, les chrétiens ont fait pas mal non plus, dans le genre de l'admiration de la souffrance méritoire, etc. Je ne dis pas que c'était le message du Christ, je parle des religions théorisées par les humains, avec les dogmes, avec les rituels, avec les carcans que ça a mis. Il ne faut pas oublier que les religions dont nous avons maintenant les textes, tout ça, datent d'après la révolution néolithique. On n'est pas d'il y a 200 000 ans, on est dans la transition de la sédentarité qui va permettre l'agriculture, ce qui va permettre, dans certaines sociétés, cette agriculture va s'accompagner d'une hiérarchie sociale, parce que qui dit sédentarité dit accumulation des biens. Et dans certaines sociétés, ça va s'accompagner de certains qui vont s'approprier les biens
et qui vont, par exemple, contrôler l'agriculture, parce que le grain, on peut le stocker dans des poteries, hein, tandis que la viande, on doit la manger tout de suite. Tout ce qu'on cueille dans la nature, on doit manger tout de suite. Hein. Quand on est nomade, on ne peut pas accumuler beaucoup. Alors, je ne veux pas dire que c'était des sociétés égalitaires, hein, parce que déjà, les groupes primates ont déjà une tendance à la hiérarchie, à le mâle dominant, etc. Et on observe dans les tribus nomades des hiérarchies sociales. Hein, avec certains qui ont plus à dire que d'autres, mais souvent ceux qui sont sommés de la hiérarchie sont dans un devoir de service et de protection par rapport aux autres, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on va observer par la suite. Hein, donc, par exemple, dans ces grandes sociétés agricoles, comme dans Babylone, les régions de la Grèce, les cités en Grèce, la Rome antique, on va voir des palais et puis on va voir des restes de maisons qui sont très très rudimentaires, qui sont en torchis, et on sait qu'il y avait l'esclavage. Alors, nos religions que l'on peut observer actuellement, qui ont été, donc je ne parle pas du message de ceux des fondateurs, hein, je fais bien la différence entre les deux, donc je parle des religions qui deviennent d'ailleurs des religions d'État, sont aussi des religions qui vont valider l'ordre politique connu. Et on va dire qu'on va arranger les textes sacrés ou les textes originaux pour aller dans le sens de l'ordre politique du moment. Donc il ne faut pas oublier, ce sont des créations, une partie de ces textes sont des créations humaines post-révolution néolithique. Hein, et c'est d'ailleurs comme ça que vous pouvez trouver dans l'Ancien Testament, parce que c'est évidemment, étant né dans le monde chrétien, c'est celui que je connais le mieux, vous allez voir des textes qui valident l'esclavage, la soumission des femmes, l'impureté des femmes, le fait de battre les enfants, alors que si vous observez le discours du Christ par rapport aux enfants, bon, le Christ est ultérieur à l'Ancien Testament, mais quand même, on se demande ce qu'on en a gardé, puisque l'Ancien Testament fait partie des enseignements chrétiens généraux, en plus du discours du Christ. Donc il y a beaucoup d'incohérences dans tout ça. Vous voyez, donc c'est pas oublié, hein, ça. Nos religions sont postérieures à la révolution néolithique. Encore une fois, j'adore détricoter. Un peu moi j'appelle ça notre imaginaire. Je viens du monde de la communication éco-responsable et il disait, tu sais, être la communication verte, la communication sociale, c'est pas juste de dire consomme du savon biologique, comme écologique ou tel produit, c'est tu laisses une empreinte sur l'imaginaire. Tu sais, si dans le narratif d'une communication d'entreprise. Moi, j'analysais au niveau de l'entreprise. Oui. On perpétue certains schémas du monde. Oui. C'est la réalité qu'on va matérialiser. Oui. Puis, on dirait comme vous, j'avais besoin de me sortir du cadre actuel, de reculer en arrière. Fait que si on revient, c'est ça, à nos ancêtres Homo sapiens, est-ce que, parce qu'il y a réellement, c'est ça, cette perception-là, que si on dit qu'ils vivaient bien puis qu'ils étaient heureux, que c'est utopique, que la vie était, que les souffrances étaient là, mais étaient autres. Fait que est-ce que, c'est quoi le développement optimal d'un humain ou d'un bébé? Tu sais, comment est-ce qu'on évalue, en fait, l'état de bien-être d'une personne, puis à quoi est-ce qu'on peut aspirer comme société? Oui. Pour dire, justement, la vie, c'est pas d'être constamment malade. C'est pas un état. Même si ça arrive en ce moment à plusieurs personnes d'être constamment malade de la naissance, il y a certaines choses qui sont incontrôlables, mais il y a des choses que c'est le résultat de notre style de vie, mais comment on le sait que nos ancêtres étaient en santé ou pas? Mais parce qu'il y avait la sélection naturelle fonctionnait aussi. Donc un bébé qui aurait eu de gros ennuis à la naissance ou qui serait né prématuré, il ne survivait pas. Bon, il ne faut pas oublier ça. Hein. Et ça, c'est pas bisounours. Parce que je vous parlais là tantôt du discours condescendant de l'anthropologie avec le mépris pour les peuples colonisés. Mais il y a eu assez rapidement, dans les mêmes mouvances, et on oscille encore entre les deux, une idéalisation des peuples premiers, une idéalisation de nos ancêtres. Et ça, l'idéalisation rose-bobon, bisounours, il faut s'en méfier aussi, parce que c'est aussi une distorsion du regard. Donc vous avez très bien dit là tantôt, Marie-Claude, les souffrances ou les difficultés n'étaient pas les mêmes.
Et je crois que d'arriver à s'entendre absolument dans un groupe où on n'a pas le choix de s'entendre, ça ne devait pas être facile tous les jours, hein. Bon, déjà, nous, quand on vit en couple un certain nombre d'années, on se rend bien compte que faire fonctionner des humains ensemble, c'est pas évident. Ceci dit, et là je vais revenir, donc je vais venir, la construction, les premières étapes de la construction du cerveau social, c'est-à-dire du néocortex, du cerveau social et associatif, c'était le maternage proximal. Et première étape, hein, après ça, évidemment, l'enfant va se déployer dans le groupe. Là, je vais partager ma fenêtre ici, voilà. Hein. Donc, comprendre ceci, comment fonctionne un bébé humain, il ne fonctionne pas avec la faim ou pas faim, ou un estomac plus ou moins vide, c'est pas ça du tout. Ça, ce sont des réductions imaginaires qui ont été faites dans les orphelinats au XVIIIe et XIXe siècle, parce qu'il ne faut pas oublier que notre périculture et notre pédiatrie occidentale ont d'abord théorisé des bébés sans mère. Et donc là, on a complètement faussé notre vision du bébé, quoi, hein. Il a faim, il n'a pas faim, il hurle quand il a faim, quand on le remplit, il se tient tranquille. Bon, alors là, ici, on va revenir à un autre imaginaire du bébé. Comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, comme n'importe quel bébé mammifère, à partir de la continuité sensorielle transnatale. Ça veut dire que les sensations qu'il a accumulées dans la vie intra-utérine constituent une mémoire. Et il va, quand le choc de la naissance, qui est un changement total d'univers, va faire qu'il va rechercher des sensations les plus proches possibles. Ça veut dire que l'univers sensoriel intra-utérin conditionne pour le bébé humain, comme pour le chaton, l'éléphanteau, enfin tout ce que vous voulez, les attentes sensorielles néonatales. Et ce bébé-là, qui est né en 2013, il est paisible sur le corps de sa maman parce qu'il est à l'endroit où l'évolution avait prévu qu'il soit, c'est-à-dire le plus proche possible. Hein, donc trouver des repères sensoriels. Hein, c'est mou, c'est rond, c'est chaud, ça sent bon, je peux téter, je peux déglutir. Dans un univers très différent, c'est aussi se retrouver dans les conditions où ses chances de rester en vie sont maximales. Donc il y a une pression sélective déjà. Génétiquement, il y a une pression sélective sur ce comportement-là. Ça fait partie des stratégies de survie du bébé. Mais ceci dit, survivre, c'est juste ne pas mourir, hein. Donc, ce qu'on cherche, c'est le développement attendu pour l'espèce. Et donc, qu'est-ce qu'il va trouver à cet endroit-là? De la chaleur, de la protection, de la nourriture, ça c'est la survie et la vie, et les interactions propres à l'espèce. Et pour le bébé humain, ça sera des regards, des touchés, des caresses, des soins, du langage, on va s'adresser à lui dans le langage. Hein. Et les enjeux pour le bébé sont vitaux, hein, de soins et d'interaction. Ça veut dire que s'il ne les a pas, s'il ne le retrouve pas, un bébé qui ne se retrouve pas là, il va pleurer dans son berceau. Dans un premier temps, donc ça ne veut pas dire c'est interdit de le déposer dans un berceau, hein, il va s'y habituer à un moment donné, mais je veux dire dans un premier temps, le fait de l'avoir contre soi, de l'avoir dans les bras, papa, maman, enfin ceux qui s'en occupent, vont lui permettre de se développer, de déployer son potentiel de bébé sapiens. Et vous voyez ici 3 images du même bébé, eh bien le regard qu'il envoie à sa mère ici, quand il est tout petit, hein, elle a quelques jours là, et ici c'est le même, c'est la même dynamique, et la mère est suffisamment bonne, comme on dit, suffisamment attentive dans le langage, et là elle commence à parler. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les bras d'une maman humaine. Hein. Et donc nos bébés sapiens avec leur énorme néocortex doivent naître relativement immatures et dépendants après 9 mois de gestation, parce qu'ils ont un gros crâne, ils doivent naître, ils doivent recevoir des soins et des interactions pour se développer sur la longue durée. Donc être un bébé sapiens, c'est un potentiel. Devenir sapiens, c'est le développement, se fait au contact des autres bébés sapiens. Et dans les groupes qui nous ont précédés, avec toutes les difficultés qu'ils pouvaient avoir, parce que la nature, elle est dure, hein, les inondations, les tremblements de terre, les feux de forêt, tout ça, ça existe. Hein, mais les groupes qui avaient les meilleures chances de se perpétuer, et j'aime pas le mot survie parce qu'on l'utilise tout le temps, c'est un vieux terme de l'anthropologie, mais c'est plus que survivre. Hein. Vous avez vu, ces femmes portent des colliers, elles sont habillées, elles sont propres, elles sont soignées. Il y a un développement de la pensée symbolique aussi, puisqu'ils enterraient leurs morts, il y avait des rituels. On sait maintenant que les grottes les plus décorées sont celles où la voix humaine résonne le mieux. C'est intéressant de savoir ça. Hein. Donc, je veux dire, les groupes qui se perpétuent le mieux sont ceux aussi où les bébés et donc les futurs adultes ont le meilleur développement, non seulement technique, mais aussi social. Donc c'est le développement du cerveau empathique.
hein, donc la capacité à s'exprimer, à créer des collaborations. Et alors, autre chose aussi, parce que ça, c'est plus Mama Sapiens, la mère Sapiens ici, elle est une mère suffisamment bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe autour. Et là aussi, je voudrais insister sur cette notion-là. La condition d'apparition d'une espèce où le bébé n'est aussi dépendant sur une aussi longue durée suppose que sa mère ne soit pas seule, soit entourée et reçoive d'abord des modélisations actives et passives de la part de son groupe, comme la petite fille qui est là, hein. Elle observe une maman qu'elle est en modélisation passive, comme on dit. Donc, pour elle, c'est normal de porter son bébé et de l'allaiter, hein, et puis elle-même a été portée et allaitée. Ça, c'est ce que j'appelle les mémoires sensorielles. Donc, le jour où elle sera maman, ben, ça va couler de source. Et là, parce qu'elle aura eu tout ça qu'elle aura reçu. Et elle aura reçu de l'aide des autres, elle va recevoir de l'aide pour sa protection, pour son alimentation au départ, et puis assez rapidement, elle va socialiser avec les autres femmes du groupe. Et donc, nos ancêtres femmes étaient intelligentes, créatives, courageuses, fortes, sociales et empathiques, et capables de créer autour d'elles des alliances avec les autres femmes pour être capables de s'occuper pendant les premières semaines de vie de son bébé à temps plein pendant un moment donné, quoi. Après ça, elle reprend la vie sociale avec toutes les autres, hein, parce qu'il y a un tas d'activités sociales qui sont possibles avec le bébé. Elle ne doit pas choisir entre son bébé et son repos, entre son bébé et sa carrière, qui était le thème sur lequel nous avons échangé au début d'ailleurs, hein. Donc notre espèce n'a pu émerger qu'au sein d'une organisation sociale basée aussi sur la collaboration, la protection mutuelle, le partage et le maternage. Et là, je cite Sarah Blafferty, hein, qui a écrit 2 livres fantastiques, Les instincts maternels. Elle est américaine, mais ça a été traduit en français. Les instincts maternels et comment nous sommes devenus humains. Voilà, donc nos bébés démontrent de telles attentes, de telles compétences relationnelles, c'est qu'elles sont le fruit des pressions évolutives. Et c'est bien qu'il y a eu en face d'eux des mères et des adultes attentifs et prévenants, c'est-à-dire une communauté en face d'eux. Voilà, donc là je vais arrêter le partage. Voilà. Mais ça, j'ai un exemple justement quand je parle de souffrance inutile en guillemets concret que j'ai vécu moi-même. En fait, le 4e trimestre, j'ai ressenti un niveau de détresse psychologique auquel je ne m'attendais pas. Ah oui. Puis c'est en lisant votre livre, le 4e trimestre justement, qui replace l'acte d'être parent dans une tribu, puis de réaliser qu'on n'avait plus notre tribu et que cette souffrance-là, c'était pas juste, que c'était pas inhérent à être parent. Mais je crois que si on n'a pas on recadre pas l'expérience d'être parent, on peut vraiment internaliser que c'est nous l'échec. Tu sais, que si on vient dépressif, que c'est une faiblesse mentale, qu'on est juste mal organisé, qu'on n'est pas assez résilient, alors que quelqu'un qui se sentirait pas bien s'il passe des journées seul avec un enfant à la fois, c'est inhumain. Dans le sens que c'est pas le contexte de notre évolution. Donc, cette souffrance-là, cette détresse-là est normal, c'est un effet normal parce qu'on n'est pas supposé vivre cet isolement-là. Est-ce que, fait que de dire qu'en fait, l'humain a un développement optimal, c'est avec des relations sociales étroites et saines au quotidien, dans une nature foisonnante. Vous mentionnez tantôt, l'Homo sapiens ne vivait pas dans des grottes et vous avez dit un environnement minéral, là, juste de roches hostiles. Bon, c'est vrai qu'une fois qu'il a émigré dans l'Europe et dans les périodes de glaciaire, ça a été plus difficile encore, hein. Dans tout ce qui est environnement, l'environnement tropical a d'autres défis, hein. C'est quand même les parasites, les microbes, les bêtes, les insectes, tout ça, c'est pas simple, hein. C'est pas une vie facile, hein. Si on voyage un peu, on se rend compte que l'environnement tropical, il est cruel. Donc ça demande des sociétés organisées et qui se protègent les uns des autres, hein, oui. Mais pas forcément des bagarres entre eux, puisque les territoires sont grands et les humains sont peu nombreux, hein. Oui, il y a moins de pression pour la protection, pour l'acquisition de ressources. Oui, c'est ça. Oui. Et dans cette, comment dire, là, j'arrive, si on reste dans la continuité sensorielle d'un bébé, moi, ce qui m'est, tu sais, je me disais, OK, comme maman, si je suis en forme enceinte, ça va faciliter mon accouchement. Ça va faciliter ma récupération, ma présence comme parent, puis tous les effets suivants.
de la perspective du bébé, justement, à partir quand il est dans le ventre, qu'est-ce qui se passe à ces étapes-là qui préparent sa naissance? Oui, Comment on peut oui. comme, justement faire ces maillons-là Oui, de la oui, vie du oui. bébé? Il y a d'abord toutes les expériences sensorielles qu'il fait. Bon, les expériences motrices sont de plus en plus limitées à la fin, hein, puisque l'environnement devient très étroit. Mais comme je vous disais, toute cette mémoire sensorielle qu'il enregistre, hein, et notamment, il va stocker, à partir de la 36e semaine, il va stocker des graisses périphériques en sous-cutanée. Hein, nos bébés sont grassouillés. Hein. Le pourcentage de graisse sous-cutanée d'un bébé humain est comparable à ceux des bébés mammifères marins. Dans les mammifères terrestres, il n'y en a pas qui sont aussi gras que les nôtres. OK. D'accord? Donc, il emmagasine des glycogènes au niveau de son cerveau, de son foie et des graisses périphériques qu'il va pouvoir mobiliser par la suite parce que le colostrum étant peu sucré, lui permet de garder une insuline basse, ce qui lui permet de mobiliser ses réserves. D'accord? Donc c'est prévu. On a la montée de lait tardive dans notre espèce. Hein. On a du colostrum plus longtemps que certaines autres espèces. Pourquoi? Parce qu'on a un intestin assez long. Bon, plus court qu'un ruminant, mais plus long qu'un carnivore. Nous sommes des omnivores. Hein, donc il ne faut pas que les intestins doivent pas être aussi courts qu'un carnivore. Donc il faut la surface de contact du tube digestif d'un bébé humain, enfin de n'importe quel être humain, est beaucoup plus étendue que sa surface de contact cutané. Donc la priorité pour un bébé, c'est bien sûr d'être en contact cutané avec sa mère pour ne pas être exposé aux bébêtes aux alentours, hein, aux microbes alentours, et aussi d'avoir des anticorps dans son tube digestif. Donc ça, vous voyez, c'est la continuité entre son développement et là. Et alors, qu'est-ce qui fait? Le colostrum, c'est des petites quantités, mais le colostrum non seulement le protège, mais lui permet, en étant peu sucré, d'aller chercher ses graisses de réserve, donc d'avoir l'énergie de se réveiller. Parce qu'il y a un passage hein, entre les apports continus placentaires et les apports discontinus extra-utérins qui commencent par du colostrum qui arrive en petite quantité. Le colostrum a plusieurs effets et donc il se prépare à naître en augmentant ses graisses périphériques. Un prématuré est mince. Un préterme aussi, et un bébé à terme à 40 semaines, bon, normalement, si tout va bien, si le placenta fonctionne, il est grassouillé. Vous voyez, hein, c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire aux femmes enceintes à 37 semaines de grossesse, vous pouvez accoucher, votre bébé est à terme. Bon, il est viable, il n'est pas en danger dans nos civilisations, mais il n'est pas à terme. Et ça va être, c'est des bébés qui pleurent facilement, manquent d'énergie pour se réveiller, c'est la galère pour qui démarre la lactation, etc. Hein, donc évidemment, il y a aussi tout le développement neurologique, il y a les mouvements, il y a les mouvements de succion déglutition. Par exemple, il y a beaucoup de moments où il ouvre la bouche pour déglutir du liquide amniotique. Hein, et en fin de grossesse, il avale jusqu'à un demi-litre de liquide amniotique par jour, avec des salves de succion déglutition de 10, 15, 20 fois d'affilée. Hein, donc, et ça, c'est intéressant de savoir parce que dans ces mémoires sensorielles, vous avez aussi cette recherche de déglutition rapide. Donc, il va faire qu'il va, il va être attiré, il va rechercher la proximité du corps maternel. Dans ce corps maternel, il va rechercher l'endroit le plus chaud, c'est-à-dire les seins. Et sur les seins, la zone des aréoles mamelons est plus chaude que le reste du sein. Donc, il va être attiré par là. Puis, il y a des odeurs plus fortes à cet endroit-là. Hein. Et puis, à ce moment-là, les réflexes archaïques alimentaires qui se sont développés durant toute la grossesse vont agir. Il va ouvrir la bouche, il va téter, déglutir. Et il va être très content quand il va déglutir beaucoup. Et ça aussi, je voudrais dire, la deuxième et la troisième nuit, quand les bébés sont extrêmement excités et frustrés, ils têtent, mais ils recherchent la déglutition rapide qu'ils ont connue dans la vie intra-utérine. Et comme ils sont frustrés, ils demandent le sein tout le temps, et comme ils demandent tout le sein tout le temps, ils démarrent la lactation. Hein, et il ne faut pas oublier de se dire qu'un bébé a besoin d'énergie pour se réveiller. Donc s'il se réveille aussi souvent, ben, c'est qu'il est parvenu à mobiliser ses graisses périphériques et avoir l'énergie de se réveiller pour aller démarrer la lactation de sa mère. Or, il y a tellement de mamans qui ne connaissent pas ça, et de professionnels, qui vont donner un biberon au bébé pour qu'il se calme, et après on le met en pouponnière, comme ça la maman peut se reposer, son allaitement ne démarre pas bien. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore. Donc vous voyez que repartir du bébé neurologique, relationnel et sensoriel, qui a un système digestif mais qui n'est pas son système digestif, repartir de ces trois piliers-là nous permet vraiment de comprendre beaucoup mieux l'adaptation néonatale immédiate et de comprendre les comportements du bébé autrement qu'en thème de il a faim, pas faim, la taille de son estomac est remplie, pas remplie. C'est pas ça du tout. Hein. Puis même pour
continuer, la continuité. Moi, j'avais lu que l'allaitement, l'acte de téter, Oui. contribuait au développement de la mâchoire et du crâne. Et je crois que cette semaine ou la semaine dernière, vous avez partagé une publication à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez retracer ce lien-là entre la tétée et le développement de la bouche du bébé? Mais ça commence en intra-utérin. Un bébé qui a une anatomie normale, avec une langue qui est mobile, et pas de trouble de langue qui manque de mobilité, tout ça, il bouge déjà sa langue et il fait des mouvements de déglutition en intra-utérin. Et donc, déjà, le mouvement, enfin la fonction crée l'organe déjà en intra-utérin. Hein, et notamment, les mouvements de la langue participent non seulement en intra-utérin, déjà participent à la formation du palais, mais également à la désensibilisation de la bouche. Parce c'est tellement innervé, la bouche, qu'il faut absolument que ces mouvements de langue permettent au bébé, après ça, de téter la zone aréole-mamelon sans être submergé de sensations trop fortes. Vous voyez, donc il va pouvoir faire le passage de l'un à l'autre. Hein, et donc après ça, il va transposer quand il naît, il va transposer sur le sein les compétences de déglutition, de succion-déglutition qu'il avait acquis dans la vie intra-utérine, et puis il va mémoriser la séquence, et puis il va vouloir recommencer. Au départ, le bébé ne demande pas le sein, le bébé demande la continuité sensorielle transnatale, y compris la succion-déglutition. Et c'est en mémorisant la séquence, je me réveille, c'est cette voix-là qui m'entoure, c'est cette odeur-là que je retrouve, j'ai des repères, la vie intra-utérine, j'ouvre la bouche, je tète, je déglutis. Il mémorise cette séquence-là, et donc après 2-3 semaines, il demande le sein, enfin il demande sa maman en fait. Voilà. Et dans le temps, l'allaitement est courté, parce qu'une des choses que j'ai appris aussi en lisant sur nos ancêtres, c'est que l'allaitement durait, si je ne me trompe pas, au moins autour de 2 ans. La durée de l'allaitement se poursuivait. Oui. C'est un allaitement non écourté, comme vous mentionnez tantôt. Fait que, justement, l'enfant, de ce que je comprends, le fait les tétés pour aussi longtemps contribuer au développement de sa mâchoire et retirer ce maillon-là, même si on peut le faire avec le biberon ou par l'alimentation, on peut le faire, mais retirer ce maillon-là va avoir des liens avec le développement. Oui. Puis le besoin d'appareils orthodontiques, par exemple. Je sais que ce lien-là, des fois, est discuté, mais est-ce que... c'est ça. Est-ce que... oui, c'est ça. Est-ce que il y a des choses comme ça que j'essaie de retracer. Est-ce que c'est controversé d'en parler dans le monde de l'allaitement? Est-ce que c'est reconnu que... Oui, c'est ça. Ce sont des liens statistiques. Hein, et comme tout lien statistique, c'est un débat de santé publique. Donc il faut toujours faire attention à ce que ça ne devienne pas des pressions idéologiques pour amener les femmes individuellement à. On fait toutes chacune à notre niveau ce qu'on peut avec nos enfants, avec notre histoire, notre passé, nos possibles et nos pas possibles, et nos compromis qu'on va faire avec la vie et les contraintes de notre vie au XXIe siècle. Hein. Mais en termes de santé publique, c'est un débat qui est très intéressant. Parce que tout le monde a l'air de dire que oui, mais allaiter, c'est un choix personnel, etc. Et on banalise un peu trop le biberon, on donne encore beaucoup trop facilement des biberons. Les professionnels de la santé conseillent encore beaucoup trop vite le biberon dans cette 2e, 3e nuit à la maternité, ou après ça, il ne dort pas, donne-lui un biberon le soir, et hop, le sevrage commence, et on ne réalise pas les enjeux de santé publique à un tas de niveaux, sur le risque d'obésité, sur le risque cardiovasculaire, sur le risque d'appareils dentaires, etc. Et même chose pour vérifier l'intégralité de l'anatomie et de la motricité de toute la sphère orale. Hein, donc je vais bien au-delà du frein de langue ici, ça fait partie d'eux, mais il faut voir ça dans son ensemble. C'est important, c'est important de s'assurer que le bébé ait une motricité normale, une mobilité normale. Hein, on sait par exemple maintenant que ne pas intégrer ces réflexes archaïques peuvent donner des troubles et des déficits de l'attention. Alors on ne dit pas ça pour culpabiliser les mères dont le bébé a un trouble et déficit d'attention, mais pour attirer l'attention des professionnels de la santé sur quand vous voyez un bébé qui part en morot tout le temps, ou qui a toujours des restrictions motrices au niveau du cou, de la nuque, ou qui pleure énormément. Pas se satisfaire d'une explication du genre « Ah mais tous les bébés pleurent jusque 6 semaines et après ça diminue, c'est normal que les bébés pleurent 3 à 4 heures par jour. » Je dis « Allô 3 à 4 heures par jour et il a une épaule comme ça ?»
et il a des zones aplaties sur le crâne où il est né en occipito sacré, il a encore un moulage crânien en pain de sucre. Attendez, et il a une marche d'escalier entre le temporal et les pariétaux. Attendez, là, on peut peut-être aider ce bébé-là à être un petit peu mieux dans son corps. Et en plus, il dort pas, hein, parce que moi c'est ça que j'ai en entretien sommeil. Hein, c'est des mamans qui me disent, mon bébé au début il dormait, et puis il dort de moins en moins, et en fait ils perdent leur capacité de dormir. Enfin, ils ont des durées de sommeil au début par immaturité, c'est-à-dire par incapacité de se réveiller très souvent, et puis après ça, ils doivent acquérir la durée de sommeil par maturité, en enchaînement des cycles, bon, au début avec l'aide des parents, et puis de plus en plus autonomes par eux-mêmes. Il y a des bébés qui n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à s'endormir, ni à se réendormir pendant la nuit. Et quand je pose des questions sur la naissance, enfin, quand je vois les bébés en vidéo ou au bureau, c'est, ouh là là, il y a besoin de soins. Hein. Vous voyez, c'est, ouais. Ben, je sens que j'ai chaud en demandant ces questions-là parce que j'ai réalisé que j'ai une curiosité intellectuelle à analyser des schémas, des représentations sociales. Ouais. Mais comme vous dites, l'intention, c'est pas d'attaquer les Non. individus qui font certains choix qui sont dans la norme en ce moment. Oui. C'est comme, je disais un article sur la parentalité proximale. Oui. Nous, ben, je sais pas en fait tout ce que ça implique, mais nous, on applique, on porte beaucoup le bébé, on fait du pot à pot encore souvent, on dort en côte de dos et tout. Et je lisais un article féministe qui disait que c'était un discours d'oppression de la femme parce que c'était irréaliste d'offrir ça à son enfant, d'émettre la pression de performance à la femme et nécessairement, elle va finir à rester à la maison seule et elle va renoncer à sa carrière. Oui. Puis là, ça va vraiment... Oui. Chicoter, je me disais, est-ce que c'est ça le message que je veux envoyer, de dire juste d'en faire constamment plus, mais je pense que c'est plus une question de, pas nécessairement en faire plus, mais retrouver une harmonie. Oui. Puis que des gestes, des fois, sont des investissements, que des fois, il y a une charge mentale plus grande initiale parce qu'on réapprend des choses, parce qu'on a perdu un savoir et un savoir-faire. Il faut les réacquérir et après, il y a une stabilité qui s'installe. Mais est-ce que... J'avais lu aussi dans vos écrits que, justement, face à la charge mentale des parents, il y a un réflexe parfois de nier ou de diminuer les besoins du bébé. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ah. Oh là là, gros débat. OK. Oui. C'est que, comment je veux dire, on a derrière nous 5000 ans de dressage précoce des bébés. L'ère industrielle, c'est-à-dire les autonomiser très vite. Ça a été validé en plus par la périculture qui est née dans les orphelinats, c'est-à-dire on n'a pas le temps de s'en occuper. Donc en plus, quand les femmes ont commencé à coucher dans les hôpitaux, on leur a dit, les blouses blanches leur ont dit, vous le prenez trop dans les bras, il ne faut pas le porter, il faut le laisser dans son berceau, le berceau ne peut pas bercer, il pleure, enfin il est propre, il a bien mangé, s'il pleure c'est un caprice. D'accord? Donc ça c'est le dressage précoce. Et donc, redécouvrir via les neurosciences, la psychologie, l'émotivité, des techniques qui vont vers retrouver nos mémoires des premiers temps, d'avant la mémoire cognitive, le 0-3 ans, nous permettent de dire que la qualité du maternage et du paternage font partie de la construction de la personnalité et posent les bases de la personnalité. On en parle assez dans les 1000 premiers jours en France. Hein. Ceci dit, les mamans n'ont toujours pas obtenu un jour de congé en plus, mais bon, bref. Et c'est vrai que, bon, vous pouvez vous imaginer, dans les conditions d'apparition de notre espèce, une femme s'impliquait dans sa communauté, ce que nous appelons maintenant la carrière. Elle s'impliquait dans la communauté avec son bébé. Et puis assez rapidement, les enfants étaient regroupés sur la surveillance de l'une, puis de l'autre, la question ne se posait pas. C'est la division industrielle du travail qui a fait qu'on doit mettre son bébé là pour aller travailler à l'usine là. Même dans la ruralité, c'est-à-dire les sociétés agricoles, il y a une partie du boulot agricole que l'on peut faire avec l'enfant. Aller soigner les poules, aller traire les vaches, bon, quand même, on peut l'avoir sur le dos. Et puis après ça, ils courent. Enfin, j'ai entendu des gens qui étaient de la génération avant moi qui m'ont raconté ça. Ils couraient, je dis, ils étaient bien immunisés, mais ils allaient se servir directement dans le seau de lait ou carrément au pied de la vache, certains, qui m'ont raconté.
Donc je veux dire, mais ce qui est devenu terrible, c'est qu'une fois, c'est le début du XXe siècle, enfin, ça a commencé il y a 300 ans, hein, avec de plus en plus des ex-ruraux qui sont arrivés dans les usines, et avec une misère noire, hein, aucune régulation sociale, on était dans l'exploitation totale, avant qu'il y ait une certaine régulation via les syndicats et une certaine protection enfin, très relative des ouvriers et des ouvrières. On est quand même passé au début de l'ère industrielle dans une misère terrible. Mais on a accepté ce modèle-là. Et ce modèle industriel du travail, qui est je travaille là sans mon enfant ou je suis avec mon enfant sans le travail, fait que le non-congé de maternité se vit parfois dans une solitude effroyable et une invisibilité sociale qui est très frustrante pour la mère et qui n'était pas normale. Mais aussi, elle reprend le boulot, et en France, elles reprennent le boulot, par exemple, 2 mois et demi, c'est très très tôt, avec un déchirement pour confier l'enfant à une autre qu'elles ne connaissent pas, parce que c'est dans des institutions qu'elles confient. Oui, parfois elles sont déjà été quelquefois passées quelques matinées, mais enfin ça n'a rien à voir avec la sociabilisation qu'on pouvait faire dans une tribu. Hein, et on leur dit, mais c'est bien, il faut te détacher, il faut lâcher prise, il faut arrêter d'être fusionnel, et tu dois protéger ta carrière. Et il y a plein de femmes qui vivent là des souffrances, hein, parce que c'est tôt, 2 mois et demi, c'est très très tôt. Et alors, dans ce tiraillement perpétuel, vous avez toute une série de justifications je veux dire féminisme, mais tous les féministes ne sont pas. Il y a beaucoup de branches au féminisme, hein. Il y a beaucoup de tendances, hein, au féminisme. Dans le féminisme carriériste, ça va être valorisé. Dans certaines formes de psychologie aussi, pour que la mère ne fusionne pas avec son enfant, alors qu'on ne fusionne pas, hein. Même dans le ventre, le bébé ne fusionne pas avec nous, hein. Le placenta, qui est génétiquement au bébé, est un filtre complet entre la mère et son bébé. Et c'est le placenta qui maintient la femme enceinte et qui pompe dans l'organisme féminin tout ce dont il a besoin. Et qui transforme tout l'organisme féminin à son profit d'ailleurs. Donc il n'y a pas vraiment de symbiose, hein. Il y a une coopération, mais qui est au profit du bébé, hein, qui est au profit du fœtus. C'est pour ça qu'on dit toujours aux femmes, prenez soin de vous, mangez bien, c'est pour vous, hein, parce que de toute façon, lui, il pompe tout ce qu'il a besoin. Ça va. Donc vous voyez, notre organisation sociale actuelle fait que les femmes sont déchirées entre leur implication dans la société dont elles ont besoin, qui leur apporte beaucoup de socialisation, de gratification personnelle, et le fait d'avoir un enfant qu'elles doivent confier. Alors on bricole tout, hein. On est toutes, pour le moment, on est toutes dans le bricolage. Moi, j'ai bricolé en prenant un mi-temps nuit, en accumulant des heures supplémentaires, parce que ça, comme sage-femme, on en a toujours, hein. On n'était pas assez de personnel, donc le temps supplémentaire obligatoire ou presque, on l'avait aussi. Donc oui, ça, j'avais des heures supplémentaires, j'avais des vacances à prendre, donc pour la deuxième, j'ai quand même réussi à bricoler pour avoir 4 mois. Et puis après, je reprenais qu'un mi-temps, donc ça allait. Et chacune fait du bricolage comme ça, comme elle peut. Hein, ici au Québec, on a quand même, si on est travailleur salarié, on a quand même 8 à 12 mois. Ce qui est quand même intéressant, hein, ça permet quand même de bricoler plus confortablement que les Européennes. Mais après ça, voilà, après, on fait quoi? Et puis, dans ces 8 à 9 mois, moi je vois des mamans qui décompensent parce qu'elles n'ont plus de vie sociale. Et ça, c'est très dur. Ça, c'est très dur. Ça, c'est le défi au Québec. C'est comment est-ce que je recrée une vie sociale avec mon bébé. Et il n'y a pas tant de choses que ça, hein. Voilà. Quand on compartimentalise la vie, oui, c'est ça. Il y a des lieux publics, on dirait certains restaurants, on dirait que c'est pas... Les enfants sont pas tant les bienvenus, tu sais, mais c'est bizarre, c'est étrange qu'on stratifie les choses, qu'on stratifie les enfants en groupe d'âge. Oui. Que c'est aussi, la tribu, c'était multigénérationnel. Oui. Il y avait des enfants de différents âges qui jouaient entre eux. Oui. C'est pas juste la mère qui est isolée de d'autres mères, c'est aussi d'aînés, d'enfants de tous âges. Oui, il y avait des vieux et des vieilles aussi, hein. D'ailleurs, pourquoi est-ce que dans notre espèce, l'espérance de vie est quasiment le double de la période reproductive? Ce dont je ne me plaindrai pas, hein. Hein, c'est parce que les vieux apportaient de la nourriture. Ils mangeaient moins, mais ils pouvaient travailler autant. Alors, si tu manges du vieux décrépit qui gagatise, non, hein, c'était pas ça. On était utile jusqu'au bout. Hein. Bon, ceci dit, j'ai lu des articles sur l'euthanasie des vieux dans les tribus. Hein. Quand un vieux n'arrive plus à marcher, il y a un homme dans la tribu qui est là et qui va par surprise leur trancher la tête.
Ça fait partie de comment ne pas juste voir la vie de nos ancêtres comme étant rose. Je l'avais lu pour les enfants. Oui. J'ai lu l'anthropologue, je pense que c'est David Lancy, Oui. parle de différentes peuples non industrialisés. Oui. Puis il traçait un portrait qui peut être vraiment déstabilisant. Moi, il y a Oui. des passages de son livre que j'avais de la difficulté à lire. Oui. C'est que justement, quand on est dans une société individualiste, fait que faire ça, c'est impensable. Oui. Oui. Mais dans une société où c'est comme vous dites, l'existence du clan qui prime, c'est ça. ben dans beaucoup de cultures, il va y avoir des infanticides quand les ressources ne sont pas jugées suffisantes. Oui. Puis c'est pour ça qu'il se passait les naissances. En fait, 2 naissances trop rapprochées créaient un stress trop grand sur les gens, sur la mère, sur le corps de la mère, sur fait que ça arrivait qu'il y ait des infanticides. Puis lire ça, ça peut être excessivement choquant. Puis comment dire, on peut en ce moment collectivement choisir un autre modèle. Mais ouais, c'est ça, que c'est de dire, OK, oui, on va peut-être pas retourner à un modèle collectiviste complet, on pourra non, pas. Non, non. Et de toute façon, je dis quand les ressources sont insuffisantes, il faut voir pourquoi les ressources. Parce que nos ancêtres connaissaient les causes naturelles de ressources insuffisantes. Inondations, incendies de forêt, alors qu'actuellement, les ressources insuffisantes des derniers peuples nomades dits primitifs, c'est la déforestation. Hein. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis même là, il y a peut-être un biais dans l'échantillonnage, dans l'histoire qui raconte de dire, il y a beaucoup d'infanticides. Peut-être que ça dépend de quel peuple, à quelle époque. À quel peuple, à quelle époque aussi. De toute façon, je veux dire, moi, je suis en train de lire des bouquins sur les plantes traditionnelles amérindiennes. Je suis étonnée de voir le nombre de plantes connues par les humains qui sont abortives. Hein. Ah oui, puisque l'allaitement non écourté assurait quand même l'immunité de l'enfant. Toute la tribu d'une femme et sa tribu d'appartenance s'applique beaucoup sur le développement d'un enfant. Parce que c'est ça qui représente la perpétuation du clan. Donc il ne s'agit pas qu'il y en ait un autre trop vite. Et en termes anthropologiques, on considère que moins de 3 ans entre 2 enfants est une grossesse rapprochée, à la fois pour le corps maternel et pour sa santé mentale. Donc, et beaucoup de femmes actuellement sont avec des enfants qui ont 18 mois, 2 ans. Hein, et donc ça, je le vois dans les entretiens sommeil. Il y a des femmes qui... Et en plus, elles allaitent l'aîné tout en attendant le suivant. Et ça, c'était pas prévu que notre corps de femme fasse ça. Donc, je ne les juge pas, ce sont des choix individuels. Hein, je ne vais pas leur reprocher, évidemment, mais ça veut dire qu'on a parfois besoin du recours d'une nutritionniste pour que les apports en minéraux, en protéines pour cette femme-là soient suffisants. Ce qui n'est pas compliqué, l'accès à la nourriture... chez nous n'est pas un problème. Hein. C'est trouver de la nourriture non polluée, suffisamment bio, avec pas trop de polluants dedans. C'est plutôt ça. C'est pas l'abondance, c'est la non-toxicité de la nourriture. Parce que l'industrie alimentaire, enfin l'agrochimie alimentaire a fait tellement de dégâts que c'est parfois difficile. Oui, on peut manger beaucoup, mais pour avoir laissé le minéraux dedans, c'est pas évident. Voilà. La santé, le développement, c'est tellement un sujet complexe et multifactoriel, surtout quand il y a des grosses industries qui jouent, qui brouillent les cartes. L'histoire de l'alimentation enceinte, ça doit être tout un autre dossier. Oui, fait, quand on parle de parentalité proximale, je pense qu'il y a une crainte que ça gâte un bébé, puis qu'il devienne dépendant affectif, alors qu'un bébé, comme c'est ça, quand il naît, est hautement dépendant de la mère. Et cette proximité-là va lui bénéficier. Mais c'est vrai qu'éventuellement, l'enfant va aussi avoir une liberté d'action puis doit se développer. Mais c'est une grosse zone grise, là, de dire, le vouloir autonome à 2 mois, c'est peut-être précipité, mais si à 35 ans, il n'est pas autonome, là, il y a peut-être un problème. Fait que comment est-ce qu'on vit cette transition-là, en fait, qu'être mère, c'est pas juste être dans le portage constant jusqu'à la maturité, je ne sais pas comment dire. J'aimerais vous partager ma réflexion par rapport à ça, et on va y aller en images, parce que c'est toujours plus facile de réfléchir à propos d'images. Hein, comme pour tout, il y a un temps du nid et il y a le temps des ailes. Hein. L'oiseau doit pouvoir développer ses ailes, et c'est pas en jetant un œuf par-dessus bord qu'on apprend l'oiseau à voler. Hein. Simplement que pour un oiseau, ça prend une saison, pour un enfant humain, ça prend quelque part entre 15 et 25 ans, parfois un peu plus, dépendamment de son état de santé. Et donc, je voudrais vous parler de 2 dynamiques parentales qui agissent comme un couple d'opposés, mais complémentaires. On a parlé du premier continuum intra-extra-utérin,
hein, donc il atterrit dans le maternage proximal qui lui permet ce premier continuum, mais il y a un autre continuum et qui est dynamique, qui est le continuum entre maternage-paternage d'un côté et l'éducation de l'autre. Alors, maternage-paternage, c'est englober, protéger, prendre en charge tous ses besoins, suivre le rythme du bébé. Hein. Au départ, c'est nous qui suivons son rythme un peu chaotique. On est dans le cocon humain, la proximité, évidemment aucune frustration, hein, parce qu'un bébé de 2 jours ne peut pas comprendre qu'on veuille le mettre aux 4 heures, lui donner le sein aux 4 heures, ça n'a absolument aucun sens, aucun règlement, aucune limite, alors que l'éducation qui va s'installer petit à petit, on va lui faire confiance, on va lui apprendre à se prendre en charge, bon, on a 25 ans pour le faire, hein, on lui apprend à s'adapter au rythme de sa famille, ça va se faire dans la première année, en gros, il va à peu près manger au même moment que nous, découverte et ouverture sur le monde, et ça peut commencer très tôt, la maman qui confie son bébé à quelqu'un qu'elle aime, par exemple son conjoint, pour le bébé c'est déjà de l'ouverture, il sort du cadre maternage complet, hein, apprentissage de l'attente et de la frustration, je vais en parler, apprentissage des limites, du cadre, des lois, des routines, etc. Alors, on commence quand le bébé arrive, évidemment, c'est le nouveau-né, on est en continuum sensoriel transnatal, on est dans le maternage-paternage, puisque la niche sensorielle maternelle ou paternelle peut le lui offrir. C'est pour ça qu'il y a 2 mots, hein, parce qu'il y a quand il y a 2 parents, même si c'est des parents homosexuels du même sexe, c'est 2 niches sensorielles différentes. Donc ça crée déjà de l'ouverture sur le monde. Mais bref, on est en accueil du bébé 100%. Et puis l'éducation va s'installer progressivement. Et encore plus tard, après quelques années, l'enfant va intérioriser ses modèles maternels, paternels et ses modèles éducatifs. Hein. Et alors là, il va construire son moi directeur, comme on dit. Mais la belle ligne droite que je vous montre là, entre les deux, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en aller-retour et qui peuvent varier d'un bébé à l'autre, d'une histoire à l'autre. Donc c'est un tricotage que l'on fait entre maternage et éducation. Et c'est variable. Donc en gros, on va se dire que des parents sont suffisamment bons quand ils sont dans la zone de vitalité. Et globalement, on voit que l'enfant s'autonomise, se prend en charge, respecte les routines, et que les routines sont appliquées souplement. S'il est malade, bon, ben, il va rester au lit plus longtemps, quoi. Voilà, donc, et chaque famille a son mode de vie. Il y en a qui sont plus ou moins, il y en a qui sont plus éducatrices, notamment dans les familles où je vois autour de moi des familles où il y a plusieurs enfants qui se suivent. Ben, c'est sûr qu'ils seront plus en éducation, en routine et en cadre. Hein. Alors que dans d'autres, où les enfants sont plus éloignés les uns des autres, on voit que c'est plus de maternage, paternage. Et encore, hein, le père et la mère vont tricoter à des endroits différents. Et l'enfant de 4-5 ans sait très bien à qui demander l'autorisation pour rester au lit ou pour aller jouer avec le dehors. Parce que ça, ils sont paniers de la dernière ligne. Ils voient bien qu'en général, il y en a un qui est plus dans un aspect que dans l'autre. Alors traditionnellement, on dit que les femmes sont plus dans le maternage, les pères plus dans l'éducation, mais les parents ont tous les deux à incarner les deux. Hein. Ça, on va voir là. Alors ces 2 dynamiques, quand elles ne sont plus en communication, deviennent des caricatures figées. Et c'est là, d'un côté, on peut avoir, alors, du côté de l'éducation, on peut avoir un dressage à l'autonomie précoce avec des soins d'hygiène, des règles fixes, un cadre sévère, mais relativement peu d'interaction, de chaleur affective et de câlin. Qu'est-ce que ça apprend? L'obéissance tant qu'ils sont petits, puis la duplicité, et puis la révolte. Hein. Donc ça va amener à ça. Ou alors la soumission. Hein. Et alors de l'autre côté, on peut alors avoir un maternage-paternage fusionnel, c'est plutôt plus souvent un maternage diffusionnel, où tout est fait pour satisfaire l'enfant tout le temps, quel que soit son âge. Et c'est ça le problème. Et ses capacités d'autorégulation. Et on empêche alors l'enfant de se développer, ce qui finit par entraver aussi la mère, les parents également. Et alors quand on a des caricatures figées, on a ce qu'on appelle le balancier qui part d'une caricature à une autre. Et ça ne marche pas. Hein. Ces derniers siècles, jusque dans les années 80, on va dire que ces 2 caricatures se sont fortement opposées, avec une prédominance quand même du dressage précoce. Mais une fois que l'enfant grandit et s'exprime plus fort par les cris et les hurlements, parce qu'il devient de plus en plus fort pour exprimer, et parfois des coups, hein, on voit des enfants qui frappent leurs parents, hein, il y a une tendance alors à le satisfaire pour être tranquille, pour avoir la paix, pour acheter le silence, ou alors dans ce que j'appelle les déferlements de violence, quoi. Donc on va crier dessus, on va taper dessus, etc. Donc la caricature de l'éducation, c'est-à-dire le dressage, ne mène pas au développement de l'enfant,
ni à des relations familiales suffisamment bonnes. Et alors, le balancier est arrivé dans l'autre côté. Ces dernières années, on a une redécouverte du bébé, de ses besoins, l'allaitement, le maternage proximal, l'attachement, avec toute cette émergence des mouvances de la parentalité bienveillante, positive, consciente, harmonieuse, enfin, peu importe le nom qu'on lui donne. Et donc, avec possibilité, si on est dans le balancier et qui part d'une caricature à l'autre, de maintenir l'aspect caricatural rigide, donc dans l'idéologie, tu sais, il faut, on doit, yaka. Mais à terme, un épuisement des parents dans leur objectif. Parce que l'objectif, répondre à 100% à tous les besoins de l'enfant, en tout temps, quel que soit son âge, il ne faut surtout pas qu'il pleure, il faut qu'il soit heureux. Et nous ne voulons surtout pas reproduire ce que nous avons vécu, donc c'est-à-dire, on associe tout ce qui est de l'ordre de l'éducation à la maltraitance qu'on a vécue étant plus jeune. Il n'y a pas de possibilité de parler, par exemple, avec certains parents d'autorité parentale. C'est directement associé à de la maltraitance. Et donc, on part d'une caricature à une autre. Et alors, quand on se dit, attendez, parce que je cherche mon autre, dans ces deux dynamiques, j'entends souvent dire qu'entre ces deux caricatures, il faut trouver un juste milieu. Mais vous ne pouvez pas trouver un juste milieu entre le noir et le blanc, parce que c'est juste du gris, et on est alors fixé dans du gris. Ce qu'il faut comprendre, c'est repartir de l'essence vitale et vivante de ces deux dynamismes, maternage et éducation, qui sont paradoxales, qui sont complémentaires, un peu comme le yin et le yang, mais vivantes, elles peuvent danser et tricoter ensemble la vie avec les enfants, et pas pour eux. Hein. Et donc, être dans cette zone de vitalité qui est créative, qui se remet tout le temps en question, comme vous disiez au début, il n'y a pas de zone de plateau, l'enfant bougeant sans arrêt nous demande de nous adapter tout le temps, et d'incarner à ce moment-là, à l'instant T, pour lui, soit le maternage, soit l'éducation, et de danser dans les deux. Ce qui veut dire que pour chaque parent, il est nécessaire, donc chaque mère est à la fois une maman et une éducatrice. Et donc ces modèles, c'est son père, sa mère, et les éducateurs qu'elle peut avoir eus au cours de son éducation à l'école, dans les mouvements de jeunesse, etc. Même chose pour le papa. Hein. Et je vous dis tout de suite, parfois, notre maman et notre éducatrice, elles ne sont pas d'accord. Je ne sais pas si ça... J'ai tellement d'exemples en tête de ma vie, mais c'est comme je veux laisser mon enfant explorer librement dans ma maison. Oui. Puis j'ai laissé des plantes, en sachant très bien qu'ils vont peut-être être déracinés, mais là, il est arrivé à l'âge où il rampe et se rend à la plante et joue dans la terre et tire les feuilles. Là, je me suis demandé, est-ce que je le laisse faire ou est-ce que je dois intervenir? Parce que c'est pas mal en soi. Puis en fait, je veux qu'il joue dans la terre dehors en jardinage. Ma réflexion, c'était, mais comment je lui indique que dehors, il peut, mais pas en dedans? Mais, et alors là, la maman va dire, je vais protéger son besoin, son plaisir. Et l'éducatrice, je dis, je vais cadrer son plaisir. Voilà, je vais le cadrer parce que l'éducatrice a aussi en tête le bien-être de la famille en général. C'est pas drôle d'avoir des plantes qu'on aime bien qui sont déracinées avec de la terre partout sous le tapis du salon. Et donc on va orienter quelque part. Vous voyez, et si vous êtes resté que dans le pôle maman, c'est on laisse tout faire. Et tandis que l'éducatrice va se dire, je vais orienter son besoin d'explorer la terre, on va peut-être créer un bac à sable dans la cuisine, parce que là c'est moins embêtant, il n'y a pas de tapis, enfin j'invente, hein, ou peut-être l'amener dehors, ou dans une véranda où il va pouvoir faire plus de saleté. Donc voilà, on va essayer de cadrer un peu plus. Et peut-être que l'enfant, quand on va lui retirer la plante verte du salon, va peut-être hurler, parce qu'il est frustré. Et là, la maman va avoir le cœur déchiré et l'éducatrice va dire « Je vois que tu es fâché, tu aimerais bien continuer avec la plante ici. Et en même temps, je ne veux pas que tu mettes de la terre dans le salon. » L'enfant a évidemment 1 an et demi quand on lui dit ça. Hein, mais même plus jeune, on peut déjà dire « Je vois que tu es fâché et en même temps, moi je veux que tu fasses ça. » Et on va y aller là et on va jouer avec lui ailleurs. Et là, l'éducatrice cadre la vie familiale. Et au-delà des mots, même par nos comportements, à l'extérieur, on a des bacs avec des fines herbes. Ah oui. Et devant lui, je l'ai pris, j'en ai pris une, j'ai goûté à de la menthe, je lui ai donné un bout de menthe. Et maintenant, quand on passe à côté du bac à fleurs, sa petite main prend la menthe. Là, on parle à 10 mois. Là. Prenait la menthe, la mettait dans sa bouche. Systématiquement. Mais à l'intérieur, il n'y a pas encore essayé de manger mes plantes intérieures. Fait que là, je me dis, il y a quelque chose, avant même la communication verbale, qui peut être intégrée. Oui, c'est ça. Et alors, la maman aussi, elle va se dire, est-ce que cette plante est comestible ou est-ce qu'elle est toxique? S'il est toxique, elle va la mettre à hauteur.
pour surtout qu'il ne bouge pas. Hein, d'accord. Alors, c'est aussi intéressant de se dire dans un couple qui parle à qui. Parce qu'un couple, c'est un homme et une femme. Ça devient aussi une mère et un père. Donc, est-ce que c'est la femme qui parle à l'homme? Est-ce que c'est la mère qui parle au père? Est-ce que c'est à la maman? Alors, je continue. Est-ce que c'est la maman qui parle au papa, l'éducatrice à l'éducateur, la maman à l'éducateur, etc. Alors, on va encore compliquer. Ça veut dire que partout, vous pouvez avoir des occasions de désaccord. Et dans les désaccords, c'est intéressant de se demander qui est en désaccord avec quelle partie de l'autre. D'accord. Et bon, je vais arrêter le partage parce que en fonction de nos modèles, par exemple, imaginez une mère qui aurait reçu peu de maternage. Elle va être assez rigide dans son maternage et elle va être vite en éducation, mais en éducation un peu rigide aussi. Et le papa, il a été allaité 3 ans, il a fait du cododo jusqu'à 5 ans. Ça va se parler comment là? Vous pouvez avoir la situation inverse. J'ai pris expressément un modèle dans ce sens-là. Mais on peut le mettre dans tous les sens. Parce que un homme qui aurait été peu materné, par exemple, va toujours trouver que sa maman, la maman de ses enfants, en fait trop. Si en fait trop, tu le gâtes de trop. Tu vois? Alors, je pense maintenant à ma génération, où on a été peu materné. Si on ne s'est pas remis en question, ce qu'ont fait nos parents étant suffisamment bons, et comme on aime nos parents, ce qu'ils ont fait avec nous, on trouve ça bien. Et on voit nos filles faire du maternage proximal, faire du cododo pendant 2 ans. Oh, réaction de beaucoup de femmes de ma génération, tu en fais trop, tu vas t'épuiser, ça n'ira jamais, etc. D'accord? Et alors en plus, si ça remet en question ce que nous avons fait avec nos filles ou nos fils. Parce qu'ils ne font pas comme nous, donc c'est un désaveu. Donc ça tiraille. Donc c'est... tu sais, quand j'entends une copine de mon âge qui me disait « les bébés, ça ne m'intéresse pas, c'est des tubes digestifs avec alarme ». Bon, après ça, j'apprends qu'elle a fait une dépression maternelle catastrophique quand son 3e avait été jeune. Bon, je peux bien comprendre, hein, ça ne doit pas être très intéressant, sa vie. Hein, et alors, elle voit ses filles faire du maternage proximal, de l'allaitement pendant 2 ans et demi. Elle dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Alors, elle trouve ça vraiment très bizarre, mais elle a l'honnêteté de ne pas critiquer. Ça va, tandis qu'il y en a qui critiquent franchement. Vous voyez? Mais sans recevoir de critiques envers moi directement, j'ai vu cette croyance-là dans le discours, que c'est pas que l'enfant, un bébé de quelques semaines, doit être déposé pour s'autoréguler. Puis qu'il n'y a pas de conséquences sur son bien-être à ça. Mais que moi, j'ai l'impression que de se replacer dans l'expérience sensorielle du bébé, à cette étape-là, c'est ce qui nous permet de comprendre que non, c'est bon pour lui d'être en proximité. Et c'est ça qu'un bébé qui naît à terme et en santé, c'est vrai que dans le 4e trimestre de la grossesse, qui est le titre de mon livre, hein, il a encore beaucoup besoin d'être porté parce que quand même, la naissance est une expérience d'éclatement du schéma corporel. Donc le temps de refaire ses frontières, son moi-peau, son regroupement en flexion, il a quand même besoin beaucoup d'être porté. Ceci dit, un bébé, assez rapidement, on voit qu'on peut quand même le déposer pendant son sommeil, ça, surtout si on respecte l'enroulement du bassin en lui mettant une petite serviette sur les genoux, par exemple. Hop, ils sont confortables, ça va. Mais ils ont encore beaucoup besoin d'être portés. Maintenant, progressivement, autour de 3 mois ou 10, on les met sur leur petit tapis de jeu. Un bébé qui est bien dans son corps et qui s'organise bien, qui a été suffisamment porté, peut supporter de rester 10 minutes, un quart d'heure à jouer avec des choses, du moment qu'il a du monde autour de lui. Les bébés étaient déposés, hein, quand le groupe s'arrêtait et faisait cercle et protégeait l'espace interne, les bébés étaient déposés. Ils n'étaient pas portés tout le temps. Et puis il apprend à se retourner. Il y a toute une motricité que le bébé est sur le dos, il se retourne, il ramène les jambes, il commence à se pousser. Toute cette motricité-là ne peut pas se faire en portage. Hein, donc dire que nos ancêtres étaient nomades et portaient leur bébé 24 heures sur 24, ça c'est faux. Ça dépend à quel âge, j'imagine. Oui, c'est toujours... du moment, oui. Et vous voyez, c'est pour ça, cette zone de vitalité que j'ai mis en vert dans le schéma, c'est dynamique. Et le maternage, l'éducation, c'est une dynamique parentale. C'est je veux dire, c'est une forme d'amour parental qui est à la fois paradoxale, mais complémentaire. Et c'est la danse des deux qui crée la vie. Et donc ça demande, et c'est pour ça qu'on me demande comment est-ce qu'on laisse un bébé pleurer ou pas. Mais vous me parlez
Enfin, vous me demandez une recette pour le 0-2 ans, alors que de 0 à 2 ans, c'est le moment où nous changeons notre cerveau, notre manière de fonctionner, notre motricité, notre langage le plus rapidement dans notre vie. Donc déjà, un bébé à la naissance et un bébé de 3 semaines, c'est déjà pas le même. Hein, et puis aussi, c'est quel bébé, avec quelle naissance, avec quel confort sensoriel pour lui, quel portage, quelle proximité, quel historique, quel besoin de soins ou non. Enfin, parce que oui, par exemple, un bébé qui est très réactif, ce qu'on appelle les bébés aux besoins intenses, ils vont pleurer plus que des bébés plus discrets. Donc c'est vrai que dès qu'on leur dit de ne pas toucher à la plante verte du salon, ça va crier fort. D'accord? C'est pas pour ça qu'il est malheureux, c'est simplement qu'il s'exprime très fort. Mais on apprend à connaître nos bébés aussi. Et puis le dosage de pleurs et de... Bon, tout bébé va connaître des frustrations. C'est comme le modèle de l'allaitement, par exemple. On est d'abord dans l'allaitement au signe que le bébé est prêt à téter. Donc, au rapprochement main-bouche, il est prêt à téter, on y va, on a une lactation à démarrer. Puis il va faire des signes qui demandent le sein. On va attendre qu'il demande le sein pour lui mettre le sein en bouche. Mais après ça, le bébé grandit, maman est dans la douche, il appelle. Oh, elle ne s'attendait pas à ce qu'il se réveille à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle dit? Attends mon petit loulou, j'arrive. Apprentissage de la frustration. Il y a une réponse immédiate, mais la réponse totale n'est pas là tout de suite. Donc que fait l'enfant avec tout ce qu'il a déjà reçu de sécurité interne? Il capte la réponse immédiate, il imagine la réponse complète et il arrive à s'autoréguler avec la réponse partielle. Et ça, c'est l'apprentissage de la frustration qui l'oblige, cette micro-frustration temporaire, il a 3 bras par exemple, l'oblige à aller chercher dans ses ressources intérieures. Et donc l'éducation qui a aussi pour objectif de mettre l'enfant face à des micro-frustrations qui correspondent à ses capacités, à son âge et à son état de santé, l'oblige à aller chercher ses propres capacités d'autorégulation. Et c'est là où ça devient une danse entre les deux. Alors quand les gens me demandent à quel âge est-ce qu'il faut commencer les micros, je dis, le quotidien va vous rattraper. Le quotidien, le vôtre, vos besoins à vous, d'aller prendre une douche avant 11 heures. Ce qu'on fait quand ils sont tout petits, mais à un moment donné, on a envie de prendre sa douche le matin quand même. Vos besoins à vous, vos besoins de nourriture, vos besoins d'interaction sociale vont faire qu'à un moment donné, vous allez dire à votre enfant, non, pas maintenant, non, pas tout de suite, attends, j'arrive, je ne suis pas là tout de suite. Le quotidien va vous rattraper, vos propres besoins vont vous rattraper. On ne reste pas dans le 4e trimestre de la grossesse, ça évolue. Et les capacités du bébé à supporter les micro-frustrations aussi. Et c'est là où on voit que l'éducation et le maternage vont commencer à danser ensemble. On ne cherche pas un juste milieu figé entre 2 caricatures figées qui seraient le maternage fusionnel et le dressage. On cherche cette fluidité de la vie qui danse entre les paradoxes. Et on reste alors dans la zone de vitalité. Et nous manquons de modèles pour le moment parce qu'on est passé d'un modèle figé du dressage au modèle figé, enfin par réaction, on arrive dans le maternage proximal actuellement. Et je vois des parents, je le vois dans les entretiens sommeil, qui n'osent pas imposer la moindre frustration à leur bébé qui a 6 mois, 1 an. Alors oui, mais le stress, ça détruit le cerveau. Attends, le stress chronique, parce qu'il y a les stress positifs. Ça, c'est le petit bébé qui entend oh là là, elle m'a répondu tout de suite, ça veut dire qu'elle est toujours là, mais je vais me débrouiller pendant. Ça, c'est le stress positif. On va lui remercier après d'avoir entendu. C'est être sorti de notre zone de confort. Faire un podcast avec Riverside. Stress positif, j'ai appris quelque chose ce matin. Parce que nous, on fait une régulation avec vous. Et puis après, il y a le stress tolérable. Là, vraiment, on fait un gros pas. On émigre, par exemple. Mais on se met plein de trucs et ça va, on va y arriver. Nos enfants vont vivre des stress positifs et des stress tolérables. On va être là pour eux. On va leur dire, oui, c'est difficile. Ça, c'est pas évident pour toi. En même temps, maintenant, on a décidé qu'on rentrait à la maison. Et un bébé plus intense va l'exprimer très fort. Un autre plus discret va rouspéter un peu. Et alors le stress chronique, ça c'est les parents qui sont complètement dépassés, qui crient, qui sont, je sais pas, qui crient beaucoup, qui privent l'enfant, ne répond jamais, ou alors de temps en temps c'est le grand amour, puis après ça fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, donc les attachements incohérents. Ça c'est des stress chroniques et ça effectivement sur le plan de la construction du cerveau social, c'est pas évident. Ça surstimule trop régulièrement toute la zone de réponse au stress du cerveau. Je pense que pour moi, vous avez bien exprimé ce que, on va dire, que des stress, comme c'est ce que j'appelais ces souffrances-là. Il y en a qui sont inévitables dans la vie quotidienne. On est confronté à des défis, des obstacles.
la vie est changement. Fait que on va être déstabilisé, puis il y a une résilience qui se construit comme ça. Mais, tu sais, par exemple, par rapport aux dépressions postpartum, justement, ce stress chronique-là qui mène à des dépressions sévères, tu sais. Moi, j'avais de l'anxiété chronique, tu sais, puis il y a une partie de moi qui se disait, OK, il faut que je l'accepte parce que. Puis aussi, il y a plein de monde qui le vit. Fait que tu te dis, bon, ben, je suis comme tout le monde. Puis il y a une autre partie qui me disait, non, il y a autre chose, il y a une vie. Je peux aspirer à un état de bien-être qui est autre, tu sais, qui est dans la zone de vitalité. Puis, en tout cas, vers la conclusion, je vais rebondir. Vous me faites réaliser quelque chose de vraiment précieux parce que mon entrée dans le monde du mouvement était par le jeu libre chez les enfants. Pour beaucoup. Et ce qui est particulier en ce moment, c'est qu'il y a comme une reconnaissance par la recherche que les enfants jouent de moins en moins dehors. Puis une des raisons, c'est la peur du risque des parents. Fait que c'est un maternage, un partenage qui se perpétue jusqu'aux premières années de vie, puis longtemps après, où l'enfant ne fait plus face à des défis, justement, puis des difficultés. Les environnements deviennent ennuyants et peu stimulants, et l'enfant n'a plus le droit de faire quoi que ce soit par crainte de blessures. Puis finalement, ça amène ce que j'appelle le paradoxe du confort. Parce qu'on veut un confort ou un bonheur absolu, on enlève tous les obstacles, mais il y a une souffrance qui arrive de ça parce que l'enfant est plus apte à être autonome, en fait. Puis là, on dirait qu'il est comme mère. Oui, pardon. Est-ce qu'on pourrait dire une tension ou un stress plutôt qu'une souffrance? Souffrance. Oui, absolument. Souffrance, c'est un grand mot. Oui, c'est un grand mot. Voilà. Donc, un inconfort, une tension, une réaction de l'enfant. Absolument. Ben, c'est vrai, moi, je ne sais pas pourquoi le mot souffrance a émergé aujourd'hui. Des fois, je dis que, ben, en fait, c'est que ça peut aller des bobos du quotidien. C'est ce que j'appelle. Il y a des petites choses du quotidien qui peuvent être liées à notre style de vie, comme des choses plus importantes comme la dépression. Mais oui, bien, bonne idée d'utiliser les bons mots dans la bonne situation. Mais oui, fait que j'étais dans cette perspective-là du jeu libre, de ramener du jeu libre où l'enfant peut explorer. Mais en même temps, comme mère, j'étais dans la parentalité proximale, qui est cette bulle-là protectrice. Et vous m'aidez à voir le chemin, le passage comme parent d'un à l'autre, en fait, de ce qui peut m'attendre. Et ça, vous voyez, dans toute l'époque du dressage, un enfant qui pleure, on va lui dire « pleure pas ». C'est rien, c'est juste un petit bobo. Alors que dans la parentalité bienveillante maintenant, quand elle n'est pas dans la caricature, quand elle est vraiment dans l'accompagnement de l'enfant, le pôle éducateur du parent protège les explorations, donc il estime quand même si ce toboggan est sécure ou pas. Parce que pendant les canicules, par exemple, les toboggans métalliques, il ne faut pas qu'ils glissent là-dessus avec un short, ils vont se brûler. Donc on va leur interdire le toboggan. Et si l'enfant quand même se cogne, se blesse, etc., il va arriver vers le parent qui est sa figure d'attachement, va pleurer, et là, le parent a juste à nommer ce qui s'est passé. Oui, je vois, tu t'es cogné et tu t'es fait mal. Et ça fait, oui, ça fait très mal. Oui, je vois que tu t'es fait mal. Oui. Et l'enfant pleure et on le contient. Et ce n'est pas que nous avons fait une erreur, c'est lui qui est dans l'exploration, et on contient sa douleur d'exploration parce qu'il s'est cogné dans l'exploration. Alors, on peut protéger une partie, mais pas tous. Et même quand ils sont ensemble avec d'autres enfants, il y a tout le temps des chicanes, donc on va reconnaître ce qui se passe. Et oui, il l'a cogné avec ton cul. Oui, je vois. Donc là aussi, l'éducatrice ou l'éducateur doit maintenir, protéger les plus petits. Donc, c'est toujours la notion, l'éducateur, il protège les explorations. Il y a quand même l'éducateur et la maman se communiquent entre eux pour protéger les explorations, mais il va les susciter tout en amenant un cadre sécuritaire, et si l'enfant se fait mal quand même, il va l'accompagner. Et alors, les enfants font preuve d'une résilience extraordinaire dès qu'ils savent qu'ils sont entendus dans le bobo qu'ils ont eu. C'est reconnaître le bobo, oui, tu es mal, oui, ah oui, là. Ou bien reconnaître la colère. Je veux telle poupée parce que les catalogues de jouets arrivent toujours, enfin on n'a pas toujours le temps de les planquer avant que les enfants tombent dessus. Enfin, vous verrez, ça c'est plus tard, c'est très chouette à l'approche des fêtes de Noël. Donc ils veulent tout évidemment, donc c'est une machine à frustration ce machin-là. Donc que fait la maman? Elle reconnaît, oui je vois, tu as envie de tout ça, oui. Je le veux tout de suite, ah tu aimerais bien l'avoir tout de suite, oui, et en même temps ça c'est pas possible. Alors l'éducatrice va proposer une activité ludique. Tu sais quoi, tout ce que tu as envie, on va le découper, on va faire un carnet de souhaits. Et comme ça, quand grand-maman et grand-papa vont téléphoner, tu pourras aller dans ton carnet de souhaits. Et alors comme ça en fera apprendre l'enfant à instrumentaliser son besoin, son désir plutôt, et
on transforme la frustration en organisation du désir. Voilà, et ça, c'était le truc que j'avais trouvé. Je me trouvais très bonne. Parce que après les autres années, j'essaie de les planquer avant qu'ils me tombent dessus, parce que c'était... Ouais. Voilà. Je pense que c'est drôle parce qu'un des risques perçus par rapport au jeu libre, ben, ça résonne encore avec même le parentage proximal. Il y avait la peur du kidnapping si les enfants jouent dehors, la peur de la blessure, mais aussi la peur du jugement des autres. Et je sens qu'une des forces, c'est le style de vie moderne a changé. Puis, vu qu'il y a énormément de choix individuels, il y a une hétérogénéité, c'est ça. des possibilités de style de vie qui respectent la liberté individuelle, mais qui amènent une énorme complexité sociale. Alors qu'avant, en tribu, c'était homogène, ça pouvait venir oppressant, mais il y avait quand même une homogénéité. J'ai l'impression que, je ne sais pas si notre cerveau est apte à comprendre la complexité des interactions sociales actuelles. Fait que dans ce cadre-là social où des familles ont des approches tellement différentes que quelqu'un vous arrive avec une question, puis que vous devez comprendre un cadre ultra complexe de choix, comment vous naviguez dans ça. Pour quelqu'un, mettons, qui veut être en mode solution, puis dire, OK, comment je détricote, comment je reviens à quelque chose de plus simple? C'est ce que je fais dans les entretiens sommeil, où les parents m'appellent pour avoir un conseil pour faire dormir le bébé, ce qui est quand même, on ne peut pas faire dormir quelqu'un d'autre, on ne peut pas endormir quelqu'un d'autre, hein, mais aux parents d'amener à la fois le cadre sécuritaire et les routines affectueuses, chaleureuses, pour que l'enfant se détende suffisamment pour pouvoir dormir, en sachant que si le bébé a un problème de santé, quel qu'il soit, ça ne marchera pas. Hein. Donc, j'ai un cadre de questions. Moi, avant de donner le moindre conseil, c'est écouter d'abord. Quels sont les tenants et aboutissants? Où est-ce qu'ils en sont? C'est quel enfant, quel parent, avec quelles possibilités, quelles limites, quelle force, quelle vulnérabilité? C'est, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à écouter avant de donner le moindre conseil? Et le problème, c'est que beaucoup de conseils sont donnés de manière rigide, soit dans le modèle dressage, soit dans le modèle maternage 100%. Et donc, ce sont des conseils qui sont rigides. On ne laisse jamais pleurer un bébé. C'est aussi utile que de dire qu'il faut les laisser pleurer, comme ma grand-mère. Les deux sont inutiles. C'est quelqu'un qui me pose ça, se dit, je vois que vous vous posez des pleurs sur le bébé, qu'est-ce que vous avez observé? Et à partir de là, on cherche. Et on évalue. Et je fais décrire ce qui s'est passé, l'âge du bébé, son histoire, son état de santé, et puis aussi je vois le bébé, et puis s'il y a d'abord des choses à débroussailler au niveau de son bien-être, hein, de sa capacité à se calmer, en fonction de son âge, de sa maturité, aussi de son historique, de son état de santé, musculo-squelettique, structure aussi, réflexe archaïque, bon, tout ça, il y a à regarder. Et après ça, parfois, je dis, je comprends pourquoi certains bébés pleurent beaucoup, mais je ne vais pas dire aux parents, c'est normal, tous les bébés pleurent. Il y a parfois des choses à aider, et aussi à aider les parents à reconnaître les signes qui précèdent les pleurs. Dans certains langages, les bébés font des comportements d'approche et de retrait, donc on peut répondre à ces comportements-là avant d'attendre qu'ils pleurent, parce que c'est la seule manière de s'exprimer, comme on croit encore beaucoup. Vous voyez, donc il y a plein de choses à regarder dans un entretien, et je trouve que la tendance actuelle, c'est d'émettre des textes ou de balancer des conseils ou des petites phrases comme ça. Je vois tout le temps sur Facebook des petites phrases comme ça à l'emporte-pièce. Ça aide pas les parents. On a plus besoin d'accompagnement que de phrases toutes faites. Et sans dire que ça résonne avec ma question de comment vous aidez les gens plus dans l'intimité, la proximité, là. Fait que il y avait les gens de votre entourage, mais là, vous énoncez un scénario où vous êtes un à un avec une famille, par exemple. Versus, par exemple, la particularité en ce moment de s'exprimer sur les médias sociaux. Puis en fait, c'est, comment je peux recadrer ça? De dire qu'il y a comme une partie, je trouve, de votre approche, de votre perspective anthropologique ou historique, qui n'est pas nécessairement la norme en ce moment. Tu sais, fait qu'il y a quand même une partie d'éducation à faire et de présenter des idées, des fois, alors que c'est pas ce qui est dans la discussion. Fait que, tu sais, fait que quand on a quelqu'un devant nous pour l'accompagner, on peut être en mode écoute. Et quand vous êtes dans un mode d'éducation où vous partagez des choses dans le cadre de votre profession, vous faites des conférences et que vous devez vous n'êtes pas en mode écoute, vous êtes en mode de parler sans toujours savoir ce que la personne devant vous interprète. Comment vous vous exprimez pour être dans un
dans un mode de solution. Il y a une complexité encore là dans les interactions sociales qui me fascine, de dire on communique en ce moment avec des médiums où on ne voit pas toujours le visage de la personne à qui on parle. C'est ça. Voilà. Alors là, vous voyez, quand je suis avec des professionnels, je dois utiliser des professionnels pour rencontrer des parents. Quand je suis avec des parents en individuel, je suis avec cet individu-là ou à ces deux individus-là, d'accord? Et là, ce que vous me parlez, les conférences grand public, je suis dans un domaine encore intermédiaire. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à donner des grands repères? Et à tout le temps nuancer en disant, on bricole toutes chacune comme on peut. C'est à donner cette marge de manœuvre aux parents. Oui, le critère, on est passé du dressage et la science redécouvre les besoins du bébé. Mais si on en fait une idéologie, ça va de nouveau être aussi enfermant pour tout le monde que le dressage. Et c'est pour ça, par exemple, le repère de la danse entre le maternage et l'éducation peuvent dire aux parents, ben, je vais faire le mieux possible avec ces deux dynamiques-là en fonction de mon bébé. Et alors après ça, bon, ben, il y a d'autres conférences où j'explique comment reconnaître les comportements d'approche et de retrait. Il y a, bon, voilà, il y a des conférences dédiées aux parents comme ça. Hein. Par exemple, il y a comportement d'approche et de retrait, les différentes manières qu'a un bébé de s'exprimer. Je vais le donner bientôt à un groupe de femmes qui enseignent le portage. Parce que voilà, c'est tous des endroits où on peut donner des clés aux parents. Non pas pour rentrer dans une idéologie, mais pour s'adapter à leur bébé. Tu vois, à reconnaître les signes, les compétences de leur bébé, à rentrer en communication avec eux. Tu sais, parfois je me dis, s'aventurer dans la parentalité, c'est comme une grande randonnée. On sait que faire une grande randonnée, ça va nous transformer. Tu sais, quand on parcourt, il y a des gens qui se mettent des défis comme ça. Tu sais, je vais faire... pour ça, moi, j'aime bien encore l'image du pèlerinage en dehors de toute référence religieuse, parce que le pèlerinage, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée géographique, mais aussi un point de départ en soi et un point d'arrivée en soi aussi. Et le pèlerinage ou la grande randonnée, si vous voulez, concilie le paradoxe de la transformation, de la distance, mais du petit pas qu'on fait tous les jours. Et la distance qu'on a fait chaque jour, c'est un pas à la fois. C'est la même chose avec nos bébés, tu sais, c'est un changement de couche à la fois, c'est un bain, c'est un câlin, c'est une chanson, c'est une journée à la fois. Et puis quand parfois on se retourne, on dit « Ah waouh, ils sont devenus adultes et ils ont des enfants. » Et ils sont bien comme parents, ils sont chouettes. Tu sais, ça a l'air, c'est une petite chose à la fois, et puis on dit oh waouh, tu sais, c'est beaucoup. La distance qu'on parcourt, et on n'est pas la même, ni le même comme père, quand on a commencé le trajet et qu'on est arrivé. Mais ça demande aussi d'avoir un sac à dos correct, des bonnes chaussures de marche, de parfois pouvoir changer de chaussures, de savoir qui appeler quand on est perdu, d'avoir un GPS et aussi savoir où sont les auberges où on sait qu'on va pouvoir se déposer. Vous voyez, répondre à nos... Et donc, j'aime bien l'image du pèlerinage, quoi, parce que ça concilie toutes sortes d'aspects très différents de l'humain, la transformation intérieure, la distance, l'inconfort de la route, et on a beau préparer au maximum les orages, on ne sait pas quand ils arrivent. Il y a des journées de grisaille aussi. S'il y a des qui nous tombent dessus, et zut, les chaussures, elles percent. J'ai plus de chaussettes. Et plus qu'un orage, le quatrième trimestre, nous, c'était un tsunami. Non, mais on s'en est tiré, fait que c'était pas si destructeur, en fait. Il y a eu énormément de nouvelles, de beauté aussi, des choses qui se sont reconstruites. Ça a amené une reconfiguration de la vie quotidienne, disons. Oui. Mais c'est beau, la marche de pèlerinage, je pense que je vais reprendre l'image moi aussi, parce que justement, dans cette vision de l'étoile du Nord, c'est de dire, il faut qu'on ait un sens d'une direction, il faut qu'on aspire à quelque chose, tu sais, un état de la zone de vitalité, par exemple, de se dire, mais le chemin, il faut être clément envers soi-même, puis il faut être en mode apprentissage, parce qu'on ne l'a jamais parcouru, ce chemin-là, en fait, tu sais. Fait que c'est la distinction entre, je pense qu'il faut être ferme dans nos aspirations, mais il faut être flexible dans notre marche, dans nos façons de faire, s'adapter. Ne pas tomber dans le piège de l'idéologie. L'idéologie, elle fiche tout. Mais effectivement, flexible dans l'application. Il y a une roche, je la contourne ou je passe au-dessus. Si je veux un chemin tout droit, je vais peut-être marcher au-dessus, mais je vais peut-être me casser la pipe aussi. C'est peut-être mieux de la contourner.
Vous voyez, c'est cette flexibilité-là. Hein. Et puis aussi, quand on a une ligne directrice, mais là, il est malade, il fait une poussée dentaire, il régresse quelque chose de pas possible, il est gnangnan au dernier degré, on va le prendre un peu plus dans les bras. C'est ça, c'est la flexibilité. Le chemin, il n'est pas régulier, c'est pas une autoroute. Mais les autoroutes, c'est pas très vivant. Hein. C'est tellement bien dit. Qu'est-ce qu'on fait aussi sur les chemins de grande randonnée, quand on rencontre d'autres qui marchent dans la même direction que nous, on est tout content. Même si les chemins sont pas tout à fait pareils, on échange plein de choses, on échange des trucs aussi. On dit, tiens, tu sais, si tu mets un mousse là en dessous de tes bretelles, là, ça va moins scier tes épaules. Serre un peu plus autour de tes hanches ton sac à dos. Tu vas voir, c'est plus facile à porter sur le long terme. Tu sais, c'est telle marque de chaussures. Et moi, j'utilise des chaussettes en coton. Enfin, je te donne tous des trucs. Et ça, entre marcheurs et marcheuses, on peut beaucoup s'entraider. Et puis, des marcheurs plus expérimentés. Et puis aussi la reconnaissance, parce que moi j'aime bien ce truc, je l'ai jamais fait de pèlerinage de Compostelle, mais j'ai lu des livres et des témoignages, c'est que quand on arrive à une étape, on a un cachet. Ça veut dire qu'on a une reconnaissance de notre société. Et ça manque, la reconnaissance, les rituels, les fêtes. Tu sais, l'enfant qui a 1 an, on fête l'enfant. Moi je trouve qu'on pourrait fêter les parents aussi. Ben, merci d'avoir fait en fait cette traversée-là avec moi aujourd'hui. J'ai l'impression que votre vision du monde est tellement riche que j'essayais de me faire un bilan au fur et à mesure qu'on discutait, puis je sens que vous avez transformé ma perspective de manière assez profonde par rapport à la parentalité. Wow. J'étais tellement en mode proximal, puis j'avais pas de maillage entre la liberté individuelle non plus, tu sais, puis je sais pas, votre intégrité, mais votre douceur à la fois, je trouve que c'est un bel équilibre. Ça vient vraiment me chercher. Je pense que les gens qui voient la caméra voient comment je suis nerveuse. Mais voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est drôle, il y a un événement dans 2 semaines avec Enfanter l'évolution. On va se revoir. J'invite tout le monde à suivre votre travail, à lire aussi le 4e trimestre. Est-ce qu'il y a les gens qui veulent vous suivre, en fait, ou qui veulent découvrir votre travail, c'est quoi les meilleurs endroits pour vous trouver? Il y a mon mur Facebook, Ingrid Baillot, qui est libre. On n'est même pas obligé d'être en contact avec moi parce que de toute façon, j'arrive à 5000 contacts, donc ça commence à devenir un peu juste. Mais on y a accès. Je publie des articles, je publie des informations intéressantes sur la parentalité, l'allaitement et l'écologie. Il y a mon bouquin Le 4e trimestre. Il y a celui-ci qu'on trouve au librairie.ca pour le Canada. Et alors, il y a mon site, ingridbaillot.com. Pour les professionnels de la santé, les doulas ou toute personne impliquée en périnatalité, vous pouvez télécharger, enfin, en tout cas, consulter l'offre de formation. Il y a des formations au Québec, en Europe, il y a vraiment et différents thèmes, dont le bébé intense d'ailleurs. Et oui, voilà, donc ça c'est pour trouver. J'ai des articles aussi sur mon site. Voilà. Parfait. C'est riche. Comme ça revient à votre souvenir d'enfance, c'est votre curiosité qui est matérialisée, plein de projets et de contenus au fil des âges. Des ans. Oui. Voilà. Bon. Merci encore d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Bienvenue.